Dans un salon luxueux où le pouvoir et l'argent dictent les règles, un milliardaire blasé décide de transformer un ancien échiquier en simple divertissement. Face à lui se tient une serveuse invisible aux yeux du monde, portant des secrets, des sacrifices et un passé qui n'aurait jamais dû être sous-estimé. Ce qui commence comme un jeu anodin se transforme rapidement en un affrontement d'intelligence, d'orgueil et de destin croisé, capable de bouleverser toute une vie. Avant de découvrir comment une simple partie a révélé un génie caché et tout changé, abonne-toi à la chaîne et prépare-toi à une histoire qui prouve que le véritable pouvoir n'est pas toujours entre les mains de ceux qui semblent commander. La climatisation du grand hôtel impérial, un colosse de marbre et de verre qui s'élevait sur Paris comme un monument à l'opulence, semblait incapable de dissiper la tension qui flottait dans le salon émeraude. Là, entre l'éclat discret des lustres en cristal et l'arôme suave de bois de santal et d'ambition, le milliardaire Arthur Valmont présidait sa cour privée. Arthur, un homme dont la fortune était aussi vaste que son ego, voyait le monde comme un échiquier où chaque personne était une pièce à déplacer selon ses caprices. Ses yeux, d'un bleu glacial, parcoururent la pièce avec la satisfaction familière d'un conquérant. En cette fin d'après-midi, la réunion avec ses cadres dirigeants s'était prolongée plus que prévu, et l'ennui commençait à ronger les bords de sa patience. C'est alors que son regard, par hasard, tomba sur un vieil échiquier, oublié dans un coin, presque englouti par la pénombre d'une bibliothèque en acajou. Les pièces en ébène et en ivoire semblaient murmurer des histoires de duels passés. Un sourire suffisant courba les lèvres d'Arthur. Une idée, née d'un pur caprice et du besoin d'un nouveau divertissement, s'alluma dans son esprit. Dans ce même salon, mais sur un plan d'existence presque invisible, se déplaçait Sophie. À 20 et quelques années, l'uniforme impeccable de serveuse du grand hôtel impérial était une seconde peau, dissimulant la fatigue chronique et le souci constant. Ses pas étaient silencieux, ses mains agiles pour servir des coupes de champagne et des canapés sophistiqués à des invités qui la remarquaient à peine. Pour eux, Sophie faisait simplement partie du mobilier, un élément fonctionnel de ce décor de luxe. Mais derrière l'expression contenue et les yeux légèrement ternis par la fatigue, résidait un esprit vif, un univers de stratégies et de calculs que peu auraient pu imaginer. La vie de Sophie était un marathon quotidien de services épuisants, son salaire couvrant à peine les dépenses essentielles et surtout le traitement médical de son jeune frère, Daniel. La maladie de Daniel était un lourd fardeau, un nuage sombre qui planait sur chacun de ses jours. Elle avait enterré un passé, une partie d'elle-même qui avait un jour brillé d'une intensité presque mystique. Des années auparavant, Sophie était un prodige des échecs, une enfant génie formée par un maître légendaire dont le nom était chuchoté avec révérence dans les cercles les plus exclusifs du jeu. Mais une défaite traumatisante, suivie de la mort inattendue de son mentor, avait brisé quelque chose en elle. L'échiquier, autrefois un refuge, était devenu un rappel douloureux, et elle s'était éloignée, disparaissant de la scène compétitive comme un fantôme. « Serveuse !» La voix d'Arthur Valmont résonna dans le salon, coupant le brouhaha des conversations. Sophie tressaillit mais garda son sang-froid, se retournant avec un sourire professionnel. « Vous, venez ici. » Il désigna l'échiquier. « Savez-vous jouer à ça ?» La question était empreinte d'un ton qui n'attendait pas une réponse affirmative, mais plutôt une confirmation de sa propre supériorité. Sophie hésita un instant, son cœur battant à un rythme étrange. Les pièces, auparavant endormies, semblaient l'appeler. « Oui, monsieur, » répondit-elle, sa voix presque un murmure, mais ferme. Arthur rit, un son sec et dédaigneux. Ses cadres échangèrent des regards amusés, anticipant le spectacle. « Excellent. Alors asseyez-vous. Amusons-nous un peu. Ne vous inquiétez pas, je ne mords pas. » L'invitation était un ordre, un caprice d'un homme qui se voyait comme le centre de l'univers. Sophie, sans autre choix, s'approcha de la table, sentant les regards curieux et condescendants sur elle. L'échiquier, autrefois un ennemi, était maintenant un champ de bataille inattendu. Elle s'assit, les mains tremblant légèrement, tandis qu'Arthur, avec une fioriture théâtrale, poussait les pièces blanches vers elle. « Les blancs commencent, ma chère, et ne vous souciez pas de me battre. Essayez juste de ne pas être humiliée trop rapidement. » Le ton était moqueur,
et Sophie sentit une boule dans sa gorge. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux une seconde, et quand elle les rouvrit, une étincelle presque imperceptible brilla dans son regard. La partie avait commencé. Quel sera le premier coup de Sophie? L'étincelle dans les yeux de Sophie fut si fugace que personne ne la remarqua, pas même Arthur Valmont, qui se préparait déjà à ce qu'il considérait comme une victoire facile et prévisible. Il se renversa dans son fauteuil en cuir, un sourire arrogant jouant sur ses lèvres, tandis que ses cadres se positionnaient autour, certains avec des coupes de champagne à la main, prêts à assister à ce qui serait, pour eux, une nouvelle démonstration du pouvoir et de l'intelligence incontestable de leur patron. Sophie, de son côté, sentait le poids de tous ces regards. Chacun d'eux une aiguille perçant sa déjà fragile armure d'indifférence. Les mains encore légèrement tremblantes, elle tendit le bras et avança le pion de la colonne du roi de 2 cases, E2 en E4. Un coup classique, presque didactique, le genre d'ouverture que n'importe quel débutant apprendrait. Arthur laissa échapper un rire étouffé. « Ah, l'ouverture du roi! Quelle audace, ma chère! Ou serait-ce de la naïveté ?» Il fit son propre coup, un cavalier en F3, avec une confiance qui frisait l'ostentation. Sophie continua à jouer de manière contenue, presque amatrice. Ses coups étaient lents, délibérés, mais sans l'agressivité ou la profondeur stratégique que l'on attendrait de quelqu'un ayant une réelle connaissance du jeu. Elle semblait simplement réagir, se défendre, permettant à Arthur de dicter le rythme et la direction de la partie. Les commentaires condescendants des cadres commencèrent à fuser, des chuchotements à peine dissimulés sur le courage de la serveuse d'affronter le milliardaire, ou sur le fait qu'il était bon de voir Arthur s'amuser avec quelque chose de si simple. Chaque mot était un coup, mais Sophie les absorbait, gardant une expression neutre, presque vide. Arthur, quant à lui, était dans son élément. Il parlait fort, expliquant ses coups, prédisant ceux de Sophie avec une certitude qui confinait à l'arrogance. « Voyez-vous, ma chère, ici j'attaque votre pion. Vous devrez reculer ou le perdre. Un choix difficile pour une novice, n'est-ce pas ?» Il se délectait de la situation, du public, de la sensation de contrôle absolu. Pour lui, ce n'était qu'une autre démonstration de pouvoir, une façon de réaffirmer sa position au sommet de la chaîne alimentaire. La partie avançait, et l'échiquier commençait à prendre forme. Arthur avait un avantage clair en pièces et en position. Sophie semblait se noyer lentement, ses coups de plus en plus défensifs, ses pièces acculées. La victoire d'Arthur paraissait inévitable, une question de temps. Il planifiait déjà la plaisanterie qu'il ferait à la fin, la façon dont il congédierait la serveuse d'un geste de la main, comme si elle était un jouet qui ne l'intéressait plus. C'est alors que Sophie, après un long moment de silence, les yeux fixés sur l'échiquier comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne voyait, fit un coup inattendu. Un fou, qui semblait piégé et sans issue, s'avança de manière surprenante, se sacrifiant pour capturer un pion d'Arthur. Le coup en lui-même n'était pas spectaculaire, mais la façon dont il ouvrit une ligne d'attaque, une brèche dans la défense du milliardaire, changea complètement l'ambiance de la salle. Un des cadres, qui riait auparavant, toussa discrètement. Arthur fronça les sourcils, son expression amusée remplacée par une légère confusion. « Intéressant, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Sophie. Un sacrifice. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça, ma chère ?» Le ton moqueur avait diminué, remplacé par une pointe de curiosité. Sophie ne répondit pas. Ses yeux, auparavant ternes, brillaient maintenant d'une intensité froide et calculée. Ce seul coup, apparemment insignifiant, avait été la clé. À partir de là, la serveuse cessa de jouer pour perdre. Elle ne se contentait plus de réagir. Elle agissait. Chaque pièce se déplaçait avec une intention renouvelée, chaque sacrifice révélait un piège soigneusement préparé, une toile invisible qu'elle tissait autour de son adversaire. Le jeu avait changé. Que ferait Arthur Valmont face à ce revirement inattendu? Le sourire arrogant d'Arthur Valmont disparut complètement, remplacé par une expression de concentration intense. Il se pencha en avant, les coudes appuyés sur la table, les yeux bleus fixés sur l'échiquier. Le fou sacrifié de Sophie, qui semblait auparavant un acte de désespoir, résonnait maintenant comme le premier accord d'une symphonie complexe et dangereuse. Le silence dans le salon émeraude devint presque palpable,
rompu seulement par le tintement occasionnel d'un verre ou le froissement d'un tissu. Les cadres, autrefois bavards, observaient maintenant dans un silence stupéfait, sentant le changement d'atmosphère. Arthur tenta de reprendre le contrôle, déplaçant ses pièces avec plus de prudence, mais la confiance qui l'enveloppait auparavant s'était dissipée. Il sentait une pression subtile, presque imperceptible, mais constante. Sophie, de son côté, semblait s'être transformée. La serveuse fatiguée et soumise avait disparu, laissant place à une stratège froide et implacable. Ses coups étaient maintenant plus rapides, plus décisifs. Chacun d'eux une pièce d'un puzzle plus grand qu'elle seule semblait voir. Elle sacrifia un autre pion, puis un cavalier, ouvrant des lignes d'attaque qu'Arthur n'avait pas prévues. Chaque sacrifice, au lieu de l'affaiblir, semblait renforcer sa position, révélant un piège soigneusement préparé. Le milliardaire, autrefois confiant, commença à montrer de l'insécurité. Il passait plus de temps à réfléchir, se mordillant la lèvre inférieure, ses yeux parcourant l'échiquier à la recherche d'une faille, d'une brèche dans la logique de Sophie. Mais il n'y avait pas de faille, seulement un réseau complexe de coups interconnectés. La dame d'Arthur, autrefois une force dominante, semblait maintenant acculée. Ses tours, autrefois en sécurité, étaient sous une menace constante. Sophie jouait des échecs qu'Arthur ne reconnaissait pas, un style qui combinait l'agressivité d'une attaque éclair avec la patience d'un siège prolongé. Il réalisa avec un frisson qui lui parcourut l'échine qu'il n'affrontait pas une débutante, mais quelqu'un avec une compréhension profonde et raffinée du jeu, quelqu'un qui voyait l'échiquier d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Le temps semblait s'être arrêté. Les cadres, qui soutenaient auparavant Arthur, observaient maintenant avec un mélange de fascination et d'appréhension. Ils voyaient le milliardaire, leur patron inébranlable, avoir des sueurs froides, son front plissé dans une concentration désespérée. À chaque coup de Sophie, un murmure de surprise ou d'admiration s'échappait du petit public. La serveuse, autrefois invisible, était maintenant le centre de l'attention, la chef d'orchestre d'un ensemble de pièces d'ébène et d'ivoire. Arthur tenta une contre-attaque désespérée, déplaçant sa tour vers une position agressive, espérant renverser la situation. Mais Sophie l'avait déjà prévu. D'un mouvement élégant et précis de sa dame, elle bloqua la menace et en même temps ouvrit la voie à son fou. L'échec et mat étaient imminents. Arthur regarda l'échiquier, puis Sophie, ses yeux bleus maintenant écarquillés dans un mélange de choc et d'incrédulité. Il ne trouvait aucune issue. Toutes ses pièces étaient piégées, son roi acculé. Avec un soupir presque inaudible, Sophie déplaça son fou. « Échec et mat », dit-elle, la voix calme, sans une once de triomphe, juste la constatation d'un fait. La pièce d'ivoire se posa sur l'échiquier avec un son doux, mais l'impact dans la salle fut retentissant. La première partie se terminait par un échec, et mat impeccable, devant des spectateurs stupéfaits. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'une incrédulité presque palpable. Arthur Valmont, le milliardaire, qui traitait le monde comme un échiquier, avait été vaincu par une simple serveuse. Comment Arthur Valmont réagirait-il à cette humiliation publique? Le silence qui suivit le mot « échec » et « mat » de Sophie fut si dense qu'il semblait absorber tout le son du salon émeraude. Les cadres, auparavant pétrifiés, commencèrent à échanger des regards, certains incrédules, d'autres visiblement mal à l'aise. Arthur Valmont, l'homme qui connaissait rarement la défaite, resta immobile un long moment, les yeux fixés sur l'échiquier comme s'il attendait que les pièces se déplacent d'elles-mêmes pour annuler le désastre. Son visage, autrefois rouge de concentration, pâlit légèrement, et un muscle de sa mâchoire tressaillit. L'humiliation était un poison amer qu'il n'avait pas l'habitude d'avaler. Être vaincu par une simple serveuse, devant ses propres subordonnés, était un coup direct à son ego monumental. Il se sentait exposé, ridiculisé, et la colère commença à bouillonner en lui, mêlée à une pointe de quelque chose qu'il reconnaissait à contre-cœur comme de l'admiration. « Impossible », murmura-t-il, la voix rauque, plus pour lui-même que pour Sophie. Il passa la main dans ses cheveux, les ébouriffant. « Vous avez triché ?» L'accusation était vide, prononcée plus par désespoir que par conviction. Sophie le fixa avec un calme imperturbable, sans répondre,
ses yeux n'exprimant que la vérité de l'échiquier. Arthur frappa la table de sa main, faisant légèrement sursauter les pièces d'échecs. « Non, ce n'est pas possible, j'exige une revanche. » Sa voix résonna dans le salon chargé d'une fureur contenue. Il se leva brusquement, renversant sa chaise derrière lui. Et cette fois, rendons les choses intéressantes. Un pari, un vrai pari. Il sortit son carnet de chèques de la poche intérieure de son veston, le stylo déjà en main. 1 million d'euros. Si je gagne, vous aurez 1 million d'euros. Si vous gagnez... Il s'arrêta, une lueur dangereuse dans les yeux. Eh bien, si vous gagnez, je double la mise, 2 millions. Qu'en dites-vous, serveuse? Votre talent n'est pas à vendre, où l'est-il? Le ton était provocateur, une tentative de réduire sa victoire à une transaction, d'acheter son silence et sa dignité. Sophie, qui était restée assise, observant l'explosion d'Arthur avec une sérénité presque irritante, prit enfin la parole. « Non, monsieur Valmont, mon talent n'est pas à vendre. » Sa voix était basse, mais chargée d'une conviction qui fit taire Arthur un instant. « Je ne joue pas pour de l'argent. » Le refus, dit avec une telle fermeté, prit Arthur par surprise. Il s'attendait à ce qu'elle se jette sur l'offre, que ses yeux brillent à la promesse d'une fortune. Mais Sophie resta impassible. La scène, déjà inhabituelle, devint encore plus surréaliste. Une serveuse refusant des millions d'euros de l'un des hommes les plus riches du monde. À ce moment, le directeur du Grand Hôtel Impérial, un petit homme nerveux nommé Monsieur Fournier, qui avait été attiré par le brouhaha et la voix altérée d'Arthur, s'approcha de la table, le visage blême d'inquiétude. Il avait été témoin de la défaite d'Arthur et du comportement de la serveuse, et la panique commençait à s'installer dans sa poitrine. La réputation de l'hôtel, la colère d'un client si important, tout était en jeu. « Monsieur Valmont, s'il vous plaît », commença Monsieur Fournier, la voix tremblante. « Sophie, que se passe-t-il ici? Retournez à votre poste immédiatement. » Il se tourna vers Sophie, ses petits yeux lui lançant un regard d'avertissement et de menace. « Si vous n'acceptez pas la demande de Monsieur Valmont, si vous ne coopérez pas, je considérerai cela comme une insubordination grave. Vous pourriez perdre votre emploi. » La menace était réelle, et l'estomac de Sophie se noua. Perdre son emploi signifiait perdre le traitement de Daniel, perdre le seul espoir qu'elle avait. Elle regarda M. Fournier puis Arthur qui observait la scène avec un sourire cruel, satisfait d'avoir trouvé un nouveau point de pression. Le piège était tendu. Sophie prit une profonde inspiration, son esprit travaillant à toute vitesse. Elle ne pouvait pas se permettre d'être orgueilleuse. Mais elle ne pouvait pas non plus se vendre. Une idée, audacieuse et risquée, commença à se former dans son esprit. Elle releva le menton, ses yeux rencontrant ceux d'Arthur, avec une nouvelle détermination. « J'accepte de rejouer, monsieur Valmont, » dit-elle, sa voix maintenant plus forte. « Mais pas pour de l'argent. » Elle fit une pause et tous les regards se tournèrent vers elle. « Je propose un pari différent. Un pari sur l'identité et la vérité. » Que proposerait Sophie comme pari, et comment Arthur Valmont réagirait-il à cette nouvelle condition? Arthur Valmont, qui se préparait déjà à savourer la victoire, d'avoir forcé Sophie à accepter son pari, financier, fut pris de court par ce revirement. Un pari sur l'identité et la vérité qu'osait proposer cette serveuse. Le sourire cruel sur ses lèvres vacilla, remplacé par une expression de curiosité sincère, mêlée d'une pointe d'irritation. Monsieur Fournier, à côté, semblait sur le point d'avoir une crise cardiaque, alternant des regards de panique entre le milliardaire et son employé. « L'identité et la vérité » répéta Arthur, le ton chargé de sarcasme. « Et qu'est-ce que cela signifie exactement, ma chère? Vous voulez que je révèle mes secrets bancaires? Ou peut-être le nom de mon premier animal de compagnie ?» Il tenta de dédaigner la proposition, mais il y avait une lueur dans les yeux de Sophie qui l'empêchait de l'écarter complètement. Sophie ignora la provocation. Ses yeux, autrefois fatigués, irradiaient maintenant une détermination de fer. « Cela signifie ceci, monsieur Valmont. Si je gagne la deuxième partie, vous devrez répondre honnêtement à une seule question que je vous poserai. Une question et la vérité, sans détour ni faux fuyant. » Elle fit une pause, laissant la condition flotter dans l'air. « Et si je perds ?» Sa voix s'adoucit, mais la conviction demeura. « Si je perds, je révélerai qui je suis vraiment, mon passé, mon histoire, tout ce que j'ai essayé de cacher. » La proposition était audacieuse, presque impensable.
Arthur Valmont, l'homme qui achetait les informations et les secrets, serait maintenant obligé d'en révéler. Et Sophie, la serveuse invisible, offrait sa propre identité comme monnaie d'échange. Le silence dans le salon émeraude devint encore plus lourd, la tension presque insupportable. Les cadres se regardaient, choqués par l'audace de la femme. M. Fournier, quant à lui, semblait avoir perdu la parole, incapable d'intervenir face à un pari si particulier. Arthur l'étudia un long moment, ses yeux glacials essayant de déchiffrer la femme en face de lui. Il s'attendait à une supplication, une reddition, mais ne trouva qu'une force silencieuse. L'idée d'avoir accès à ses secrets, de percer le mystère derrière cet esprit brillant, commença à le séduire, et la perspective de l'humilier à nouveau, de la forcer à révéler sa véritable identité en public, était irrésistible pour son ego. De plus, il était convaincu que, maintenant qu'il savait qu'elle était une joueuse sérieuse, il ne se laisserait plus surprendre. Un sourire lent et dangereux se répandit sur le visage d'Arthur. « Très bien, serveuse. Un pari intéressant, j'accepte. » Il tendit la main, un geste qui, pour lui, scellait l'accord. Sophie hésita un instant, puis lui serra la main fermement, une poignée qui surprit Arthur par sa force. La nouvelle de la revanche se répandit comme une traînée de poudre dans le grand hôtel impérial. Employés, clients et même quelques clients de passage commencèrent à s'attrouper autour du salon émeraude. L'histoire d'une serveuse qui avait vaincu le milliardaire Arthur Valmont aux échecs était déjà légendaire. Le pari sur l'identité et la vérité ne faisait qu'ajouter une couche de mystère et de drame à la situation. Un des cadres d'Arthur, plus audacieux, commença à diffuser la partie en direct sur ses réseaux sociaux à l'aide de son téléphone. En quelques minutes, la diffusion improvisée devint virale. Des milliers de personnes, curieuses de cette histoire insolite, commencèrent à suivre le duel. Les commentaires et les spéculations inondèrent l'écran. Qui est cette femme? Va-t-elle gagner à nouveau? Que va-t-elle demander au milliardaire? La deuxième partie commença. Arthur, maintenant plus prudent, jouait avec un sérieux qu'il n'avait pas montré lors de la première. Il avait étudié les coups de Sophie, tenté d'anticiper ses stratégies, mais Sophie, une fois de plus, surprit tout le monde. Elle ne répéta pas le style de la partie précédente. Ses coups étaient différents, plus fluides, plus imprévisibles. Elle semblait danser sur l'échiquier, ses pièces se déplaçant avec une grâce mortelle. Alors que la bataille se déroulait, les commentaires sur la diffusion en direct commencèrent à changer. Des personnes connaissant les échecs, des maîtres et des passionnés, commencèrent à remarquer quelque chose de familier dans le style de jeu de la mystérieuse serveuse. Ce schéma, je l'ai déjà vu. La façon dont elle utilise le fou, c'est identique au style du maître Lefebvre. Serait-ce possible? La légende. Les spéculations commencèrent à se transformer en reconnaissance. Le nom de Sophie, le prodige des échecs qui avait disparu des années auparavant, commença à être chuchoté sur les réseaux sociaux et bientôt dans le salon même. Arthur Valmont, absorbé par la partie, sentit un frisson lui parcourir l'échine en entendant les murmures. Il leva les yeux de l'échiquier et vit les commentaires sur l'écran du téléphone d'un de ses cadres. Sophie, le prodige, la légende. Le poids de son arrogance, de sa sous-estimation, s'abattit sur lui comme une avalanche. Il ne jouait pas seulement contre une serveuse, il jouait contre une légende vivante, contre le fantôme d'un passé qu'il ne connaissait même pas. Le choc fut immense, mais il ne pouvait pas reculer. La partie était à son point le plus critique, et l'issue, pour son plus grand désespoir, semblait de plus en plus inévitable. Comment Sophie, maintenant reconnue, continuerait-elle la partie, et quelle serait la question qu'elle poserait à Arthur? La révélation de l'identité de Sophie, bien que chuchotée et confirmée uniquement par les réseaux sociaux, frappa Arthur Valmont comme un échec et mat silencieux avant même la fin de la partie. Le milliardaire sentit le poids de son arrogance l'écraser. La femme en face de lui n'était pas seulement une serveuse, c'était Sophie Lefebvre, le prodige, l'élève du légendaire maître Lefebvre, dont il avait, même dans son monde des affaires, déjà entendu le nom mentionné avec révérence. La vérité le frappa. Il avait invité une légende endormie à jouer, s'attendant à un passe-temps humiliant, et il était maintenant en train de se faire démanteler, pièce par pièce. Le choc, cependant, ne le paralysa pas complètement. Au contraire, il alluma en lui une fureur froide,
une détermination désespérée de ne pas être vaincu à nouveau, et encore moins par quelqu'un qu'il avait si ouvertement sous-estimé. Il se cramponna à l'échiquier, essayant de trouver une faille, une brèche, n'importe quoi qui pourrait inverser le cours de la partie. Mais Sophie ne lui laissait aucun répit. Elle, de son côté, sentait l'énergie de la salle changer. Les regards de pitié et de condescendance avaient été remplacés par de l'admiration et un respect presque révérencieux. Les murmures de Sophie Lefebvre résonnaient, et elle ressentit un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Son passé, qu'elle avait tenté d'enterrer si profondément, refaisait surface, propulsé par chaque mouvement de ses pièces. Mais, à ce moment-là, la seule chose qui importait était l'échiquier. Ses coups étaient maintenant une danse hypnotique de stratégie et d'intuition. Elle ne se contentait pas de jouer, elle racontait une histoire de sacrifices calculés, de pièges invisibles, d'un génie qui avait été forcé de se cacher. Chaque pièce se déplaçait avec une intention incontestable, chaque capture était un pas vers l'issue inévitable. Elle utilisait l'échiquier comme une toile, peignant un tableau de domination absolue. Arthur tenta tout, des attaques désespérées, des défenses risquées, mais Sophie semblait prévoir chacun de ses coups avec une précision effrayante. Elle ne voyait pas seulement le présent de l'échiquier, mais anticipait l'avenir, tissant un réseau de possibilités qu'Arthur ne parvenait pas à démêler. La diffusion en direct explosait de commentaires, avec des experts en échecs analysant chaque coup de Sophie, émerveillés par la complexité et la beauté de sa stratégie. Monsieur Fournier, le directeur de l'hôtel, observait la scène avec un visage encore plus blême. La menace de licenciement qu'il avait faite à Sophie semblait maintenant ridicule, presque criminelle. Il réalisait qu'il n'était pas seulement face à une employée, mais à une figure qui devenait un phénomène, une légende ressuscitée. La partie approchait de sa fin. Arthur, le roi acculé et peu de pièces restantes, sentait la sueur perler sur son front. Il regarda Sophie, ses yeux bleus maintenant dépourvus d'arrogance, remplacés par un mélange de désespoir et de respect réticent. Il avait sous-estimé non seulement une personne, mais l'essence même du jeu, la profondeur d'un esprit qu'il n'aurait jamais imaginé exister sous un uniforme de serveuse. D'un dernier mouvement élégant et dévastateur, Sophie déplaça sa tour. « Échec et mat », déclara-t-elle, la voix toujours calme, mais avec une résonance qui remplit le salon. Le son de la pièce d'ébène se posant sur l'échiquier fut le point final d'une bataille épique. Le deuxième échec et mat, encore plus brillant et incontestable que le premier, scellait le destin d'Arthur Valmont. Un applaudissement spontané éclata dans le salon, venant des employés, des clients et même des cadres d'Arthur, qui un instant oublièrent la loyauté d'entreprise face à un tel génie. La diffusion en direct explosa de célébration. Sophie Lefebvre était de retour. Arthur Valmont resta silencieux pendant une longue minute, absorbant la défaite. Il regarda l'échiquier, puis Sophie, et un lourd soupir s'échappa de ses lèvres. L'arrogance avait été brisée, remplacée par une humilité forcée, mais sincère. Il avait perdu le pari. « Très bien, Sophie Lefebvre, » dit-il, la voix basse, mais audible pour tous. « Vous avez gagné, 2 fois. Et moi, j'ai perdu. » Il fit une pause, ravalant sa fierté. « Quelle est votre question ?» Quelle serait la question que Sophie poserait à Arthur Valmont, et quel serait l'impact de cette question? Le silence qui suivit la question d'Arthur Valmont était différent du précédent. Ce n'était pas un silence de choc ou de tension, mais d'attente. Tous les yeux étaient fixés sur Sophie, attendant la question qu'elle poserait au milliardaire. Ce moment était le point culminant d'un parcours inattendu, l'inversion des rôles que personne n'aurait pu prévoir. Arthur, l'homme qui dictait les règles, était maintenant à la merci de la vérité, obligé de répondre à une simple serveuse. Sophie prit une profonde inspiration, sentant le poids de tous ses regards, mais aussi une étrange sensation de légèreté. Ce n'était pas un moment de vengeance, mais de réparation, de rééquilibrage. Elle ne voulait pas humilier Arthur, mais lui faire voir quelque chose au-delà de son propre pouvoir. Ses yeux rencontrèrent les siens, et elle y vit non plus l'arrogance glaciale, mais une vulnérabilité nouvellement découverte. « Ma question, monsieur Valmont, » commença Sophie, sa voix claire et ferme, remplissant le salon, « est la suivante. Qu'est-ce que l'argent ne peut pas acheter ?» La question
si simple et en même temps si profonde, prit Arthur par surprise. Il s'attendait à quelque chose de personnel, peut-être sur ses affaires, sa famille, ou même une accusation voilée. Mais Sophie avait choisi une question qui touchait au cœur de sa propre existence, de sa philosophie de vie. Qu'est-ce que l'argent ne peut pas acheter? Pour un homme qui avait passé sa vie entière à accumuler une fortune et à croire que tout avait un prix, la question était un échec et mat philosophique. Arthur resta silencieux un long moment, les yeux perdus dans un point lointain, revoyant peut-être tout son parcours. Les cadres, les employés, les clients, tous attendaient anxieusement la réponse. Monsieur Fournier, toujours blême, semblait avoir complètement oublié la menace de licenciement absorbé par la scène. Finalement, Arthur releva la tête, ses yeux rencontrant à nouveau ceux de Sophie. Il y avait une nouvelle profondeur dans son regard, une réflexion qui n'avait jamais été visible auparavant. « L'argent, commença-t-il, la voix un peu rauque, l'argent peut acheter le confort, le pouvoir, l'influence. Il peut acheter la loyauté de beaucoup, le silence des autres. Il peut acheter la meilleure médecine, la meilleure éducation, les meilleures expériences. » Il fit une pause, un lourd soupir s'échappant de ses lèvres, mais l'argent ne peut pas acheter la vérité. Il ne peut pas acheter le respect sincère. Il ne peut pas acheter la tranquillité d'esprit. Et par-dessus tout, il regarda directement Sophie, une reconnaissance sincère dans les yeux. L'argent ne peut pas acheter le talent. Il ne peut pas acheter le génie. La réponse d'Arthur, dite avec une sincérité qui surprit tout le monde, résonna dans le salon. C'était une confession, l'aveu qu'il y avait des limites à son pouvoir, à sa fortune. C'était la reconnaissance qu'il y avait quelque chose de plus grand que l'argent, quelque chose qu'il avait sous-estimé et que Sophie avait personnifié. Un murmure d'approbation parcourut l'assistance. Ce n'était pas l'Arthur Valmont qu'il connaissait. La défaite sur l'échiquier avait brisé son armure, révélant une facette d'humilité que peu imaginaient qu'il possédait. Arthur se tourna alors vers Monsieur Fournier, qui se tenait pétrifié à quelques mètres de là. « Monsieur Fournier », la voix d'Arthur était maintenant ferme, mais sans l'arrogance d'antan. « Votre menace de licenciement envers mademoiselle Lefebvre pour avoir refusé d'accepter un pari financier était inacceptable. Votre comportement est le reflet de la culture que j'ai, par inadvertance, permis de s'installer. Il n'y a pas de place pour cela dans un établissement qui prône le talent et la dignité humaine. » Il fit une pause et M. Fournier pâlit encore plus. « Vous êtes renvoyé. » La déclaration fut un choc. M. Fournier chancela en arrière, incapable de prononcer un mot. La justice, d'une manière inattendue, avait été rendue. Arthur se tourna ensuite vers Sophie, ses yeux bleus maintenant plus doux. « Sophie Lefebvre, dit-il, lui tendant la main, non pas dans un geste de supériorité, mais de respect. Je vous ai sous-estimé d'une manière impardonnable. J'ai essayé de vous réduire à un passe-temps, à une transaction, et pour cela, je vous présente mes excuses. » Il fit une pause et un silence respectueux plana dans l'air. « L'argent que j'ai offert auparavant n'était pas un achat, mais une tentative de contrôle. Maintenant, je voudrais offrir mon soutien. Non pas comme un achat, mais comme une réparation. Dites-moi, Sophie, de quoi avez-vous besoin? Le traitement de votre frère? Une nouvelle opportunité? Tout ce que je pourrais faire pour réparer mon erreur, je le ferai. » Les mots d'Arthur furent un baume pour l'âme de Sophie. L'argent qui symbolisait autrefois le contrôle et l'oppression se transformait maintenant en espoir. La promesse que le traitement de Daniel serait garanti, qu'elle n'aurait plus à se battre seule, était un immense soulagement. Un nouveau chemin s'ouvrait devant elle, un chemin qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Que ferait Sophie de cette nouvelle opportunité? Et comment commencerait-elle à reconstruire sa vie et son héritage? Les jours qui suivirent cette soirée mémorable au Grand Hôtel Impérial furent un tourbillon d'émotions et de changements pour Sophie. La promesse d'Arthur Valmont ne fut pas vaine. En quelques heures, les meilleurs spécialistes furent contactés et le traitement de Daniel, son jeune frère, fut garanti, tous frais couverts. Le nuage sombre qui planait sur la vie de Sophie, le souci constant de la santé de Daniel, commença enfin à se dissiper, remplacé par une lueur d'espoir. Elle sentit un poids immense lui être retiré des épaules, une liberté qu'elle n'avait pas connue depuis des années. La nouvelle du renvoi de M. Fournier et de l'offre d'Arthur à Sophie se répandit rapidement, non seulement au sein de l'hôtel, mais dans toute la ville,
propulsée par la viralité de la diffusion de la partie. Sophie, la serveuse invisible, était devenue l'héroïne du moment, un symbole de talent et de dignité qui ne se pliait pas au pouvoir. Quelques jours plus tard, Sophie quitta son uniforme du Grand Hôtel Impérial pour la dernière fois. Il n'y eut pas d'adieu formel, seulement des regards d'admiration et de respect de ses anciens collègues, qui la voyaient partir vers un avenir incertain mais prometteur. Elle ne ressentait aucune rancune envers l'hôtel ou son travail, seulement de la gratitude pour avoir été le théâtre de sa redécouverte. Alors que Daniel commençait son traitement, Sophie commença à recevoir une avalanche de propositions, des invitations à des tournois, des offres de sponsoring, des interviews avec la presse. Le monde des échecs, qu'elle avait abandonné, la rappelait avec une ferveur renouvelée. Mais Sophie ne cherchait pas la gloire personnelle ou la compétition. Cette partie de sa vie avait été marquée par la douleur et la perte. C'est alors qu'une proposition inattendue arriva, une qui résonna profondément dans son cœur. Elle provenait d'une fondation nouvellement créée, financée anonymement, bien que Sophie soupçonnât fortement son origine, qui cherchait à établir une académie d'échecs. L'objectif de l'académie était d'identifier et de former des enfants talentueux et défavorisés, en leur offrant non seulement un entraînement de haut niveau, mais aussi un environnement de soutien et de mentorat. Le nom proposé pour l'académie était Maître Lefebvre, en hommage au mentor légendaire de Sophie. En lisant la proposition, Sophie sentit une vague d'émotion. C'était comme si l'univers conspirait pour guérir ses anciennes blessures. L'idée de transformer sa douleur en dessin, d'honorer la mémoire de son mentor, non pas par la compétition, mais par l'enseignement et l'inspiration, était exactement ce dont elle avait besoin. Elle ne retournerait pas au passé compétitif pour la gloire, mais pour construire un avenir, pour semer la passion des échecs dans les nouvelles générations. L'académie serait un refuge, un lieu où des enfants comme elle, qui n'auraient peut-être pas les moyens, pourraient en découvrir leur potentiel, non seulement sur l'échiquier, mais dans la vie. Elle se souvint des paroles de son mentor, qui disait toujours que les échecs étaient plus qu'un jeu. C'était une école de la vie, enseignant la patience, la stratégie, la résilience et l'importance de voir au-delà de l'évidence. Sophie accepta la proposition. La décision ne fut pas prise sur un coup de tête, mais avec une clarté d'esprit qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle n'acceptait pas seulement un emploi, elle embrassait un héritage, son propre héritage. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle était prête. Ainsi, l'histoire de Sophie Lefebvre, la serveuse devenue légende, commença un nouveau chapitre. En invitant une simple serveuse à jouer aux échecs pour s'amuser, Arthur Valmont avait, sans le savoir, réveillé un génie endormi. Il avait appris que le plus grand échec et mat ne se produit pas sur l'échiquier, mais dans l'ego, et que le vrai pouvoir ne réside pas dans la fortune, mais dans la dignité et le talent inné. Et Sophie, en retrouvant son identité et sa valeur, prouva que le monde ne pouvait pas définir qui elle était. Elle était prête à enseigner que les échecs et la vie vont bien au-delà de gagner ou de perdre. Comment serait le premier jour de Sophie en tant que directrice de l'Académie Maître Lefebvre, et quels seraient les défis initiaux auxquels elle serait confrontée? Le premier jour de Sophie, en tant que directrice de l'Académie Maître Lefebvre, se leva avec une lumière différente. Ce n'était pas l'éclat froid et impersonnel du Grand Hôtel Impérial, mais un soleil doux qui filtrait à travers les grandes fenêtres de la vieille demeure, rénovée avec soin pour abriter la nouvelle institution. Le bâtiment, situé dans un quartier plus modeste de la ville, avait été méticuleusement restauré, conservant son architecture d'origine tout en gagnant des intérieurs modernes et accueillants. Les murs, autrefois décrépits, arboraient désormais des tons clairs et des tableaux avec des diagrammes d'échecs et des photos historiques de grands maîtres. Sophie arriva tôt, avant tout le monde. L'odeur de bois neuf et de peinture fraîche flottait encore dans l'air, mêlée à l'arôme suave du café qu'elle avait elle-même préparé. Elle parcourut les couloirs, inspectant les salles de classe, chacune équipée d'échiquiers de différentes tailles, de livres et d'ordinateurs pour l'analyse des parties. Il y avait une salle de jeu avec des échiquiers géants au sol et des pièces colorées conçues pour les plus jeunes, et une bibliothèque silencieuse remplie de volumes sur la stratégie et l'histoire des échecs. Vêtue de vêtements simples, mais avec une posture plus droite et une lueur renouvelée dans les yeux, Sophie ressentit un mélange de nervosité et d'excitation. C'était un nouveau départ, non seulement pour elle,
mais pour les dizaines d'enfants qui rempliraient bientôt ces espaces de rire et du son caractéristique des pièces d'échecs déplacées. Elle n'était plus la serveuse invisible, mais la directrice, la mentor, la gardienne d'un héritage. Le plus grand défi initial, elle le savait, serait la sélection des premiers élèves. La fondation avait reçu des centaines de candidatures, et le tri initial avait déjà été fait par une équipe de pédagogues et d'experts en échecs. Mais la décision finale, le choix de ceux qui auraient l'opportunité de commencer leur parcours à l'académie, lui revenait. Sophie voulait plus qu'un simple talent brut. Elle cherchait la passion, la résilience et, par-dessus tout, une lueur dans les yeux qui indiquait la même curiosité insatiable qui l'avait animée dans son enfance. À midi, les premiers candidats commencèrent à arriver, accompagnés de parents pleins d'espoir et, dans certains cas, de frères et sœurs aînés. C'étaient des enfants de tous âges et de toutes origines. Certains timides, d'autres exubérants, mais tous avec une lueur particulière dans les yeux en voyant les échiquiers. Sophie les accueillit à l'entrée, un sourire sincère sur son visage, quelque chose qu'elle s'autorisait rarement à l'époque de l'hôtel. L'après-midi fut consacré à une série de tests et d'entretiens. Sophie ne se limita pas à évaluer la capacité de calcul ou la mémoire des schémas. Elle observait comment les enfants réagissaient à la défaite, comment ils interagissaient avec les autres, comment ils expliquaient leurs choix. Elle cherchait l'étincelle de la créativité, la capacité de sortir des sentiers battus, la résilience pour apprendre de ses erreurs. Il y avait un garçon, Pierre, de seulement 7 ans, qui, bien que n'ayant pas les connaissances techniques les plus avancées, faisait preuve d'une intuition impressionnante et d'une joie contagieuse en jouant. Et une fille, Clara, de 12 ans, qui, bien qu'un peu réservée, possédait une capacité de concentration et une vision stratégique qui rappelait à Sophie sa propre jeunesse. À la fin de la journée, épuisée mais le cœur rempli, Sophie examina les dossiers des candidats. La décision était difficile, mais elle sentait qu'elle était sur la bonne voie. L'académie ne serait pas seulement un lieu pour former des champions, mais pour former des personnes, pour enseigner que les échecs étaient un outil pour la vie. Cependant, un défi inattendu surgit en fin d'après-midi. Un des membres de l'équipe de sélection, un jeune analyste d'échecs nommé Lucas, aborda Sophie avec une expression préoccupée. « Directrice Lefebvre, dit-il, nous avons reçu un appel. Il semble que les médias soient très intéressés par la couverture de l'ouverture de l'académie, surtout avec votre présence. Et des rumeurs courent que M. Valmont pourrait faire une visite surprise. » La mention d'Arthur Valmont suscita un mélange de sentiments chez Sophie. La gratitude pour l'aide apportée à Daniel était immense, mais l'idée de sa présence et de l'attention médiatique qui l'accompagnait, le premier jour de l'académie, était quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle voulait que l'académie ait sa propre identité, libre de toute ombre ou influence extérieure. Comment Sophie gérerait-elle l'attention des médias et la possible visite d'Arthur Valmont? Et comment cela affecterait-il l'image initiale de l'Académie Maître Lefebvre? La nouvelle de la possible visite d'Arthur Valmont et l'intérêt des médias ajoutèrent une nouvelle couche de complexité au début déjà difficile de l'Académie Maître Lefebvre. Sophie sentit son estomac se nouer légèrement. Elle avait accepté l'aide d'Arthur avec gratitude, mais toujours avec l'intention de maintenir une distance professionnelle. L'Académie était son projet, son héritage, et elle voulait que son identité soit construite sur les mérites de ses élèves et la mémoire de son mentor, et non sur le drame de sa propre histoire avec le milliardaire. « Je vous remercie de l'avertissement, Lucas, » répondit Sophie, sa voix restant calme bien que son esprit soit déjà en ébullition. « S'il vous plaît, contactez l'attaché de presse de la Fondation. Faites bien comprendre que l'Académie Maître Lefebvre est un espace dédié à l'apprentissage et au développement des enfants. Ce n'est pas une scène pour des spectacles médiatiques ou pour la promotion de personnalités publiques, aussi bien intentionnées soient-elles. » Elle fit une pause réfléchissant. « Si M. Valmont souhaite nous rendre visite, il sera le bienvenu comme tout autre bienfaiteur, mais la priorité est le bien-être et la concentration de nos futurs élèves. Nous ne voulons pas de distraction le jour de l'ouverture officielle. » Lucas hocha la tête, comprenant la subtilité du message. Sophie savait qu'elle ne pouvait pas interdire à Arthur de venir, surtout compte tenu de sa contribution cruciale au traitement de Daniel. Mais elle pouvait contrôler le récit, protéger l'environnement qu'elle était en train de construire. Les jours suivants, Sophie se plongea corps et âme dans les préparatifs.
Elle finalisa la liste des premiers élèves, choisissant soigneusement chaque enfant, imaginant le potentiel que chacun d'eux portait. Pierre, avec son intuition et sa joie, et Clara, avec sa concentration et sa vision stratégique, faisaient partie des sélectionnés. Elle commença également à élaborer le programme, mêlant l'enseignement technique des échecs à des leçons de vie, d'éthique et de résilience, exactement comme son mentor l'avait fait avec elle. L'équipe de l'académie, composée de jeunes passionnés d'échecs et de pédagogues expérimentés, était enthousiaste et dévouée. Sophie passait des heures avec eux, partageant sa vision, les inspirant avec l'histoire du maître Lefebvre et l'importance de chaque enfant qui franchirait ses portes. Elle voulait que l'académie soit un phare, un lieu où le talent s'épanouirait quelles que soient les circonstances. Le jour de l'ouverture officielle, la demeure était vibrante. Des ballons colorés ornaient l'entrée et une petite scène avait été installée dans la cour intérieure pour la cérémonie. La presse était présente, mais en nombre plus contrôlé que ce que Sophie craignait, grâce à l'intervention de l'attaché de presse. Il y avait des journalistes de journaux locaux et quelques chaînes de télévision, mais l'atmosphère était à la célébration et à l'espoir, pas au sensationnalisme. Les parents et les nouveaux élèves arrivaient, les visages pleins d'attente. Sophie, vêtue d'un élégant blazer bleu marine, saluait tout le monde avec un sourire chaleureux. Elle ressentait une profonde satisfaction en voyant la joie dans les yeux des enfants, la promesse d'un avenir qu'elle aidait à construire. Alors que la cérémonie d'ouverture commençait, avec des discours brefs et émouvants sur l'héritage du maître Lefebvre et la mission de l'académie, une voiture de luxe s'arrêta discrètement dans la rue en face. Arthur Valmont en descendit, accompagné d'un de ses conseillers. Il n'avait pas la parade autrefois, mais un costume sobre et une expression plus contenue. Il observa la scène de loin un moment, l'agitation, les enfants, l'éclat dans les yeux de Sophie alors qu'elle parlait au micro. Il n'essaya pas de voler la vedette. Au lieu de cela, il se dirigea discrètement vers le fond de l'assistance, s'asseyant sur l'une des chaises vides, sans attirer l'attention. Il voulait juste observer, être témoin de ce que sa réparation avait contribué à créer. Sophie, sur scène, remarqua sa présence d'un léger hochement de tête, une reconnaissance silencieuse. Ce geste, discret et respectueux, en disait long sur la nouvelle dynamique entre eux. La cérémonie se poursuivit, et Sophie présenta les premiers élèves, un par un les appelant sur scène pour recevoir leur kit de bienvenue. La joie des enfants était contagieuse. Elle parla de l'importance des échecs comme outil pour la vie, de la résilience, de la stratégie et de la beauté du jeu. À la fin de l'événement, alors que les enfants exploraient les salles de classe et que les parents discutaient avec animation, Arthur s'approcha de Sophie. « Sophie, dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. C'est un travail magnifique, un hommage digne de votre mentor et de vous. » Sophie sourit, un sourire sincère et chaleureux. « Merci, monsieur Valmont. Votre aide a été fondamentale pour que cela devienne une réalité. » « Il n'y a pas de quoi, répondit-il, ses yeux bleus reflétant maintenant la lumière du soleil, sans l'éclat glacial d'avant. « J'ai appris une leçon précieuse, et il semble que vous en enseignez beaucoup d'autres. » Il fit une pause, regardant les enfants qui couraient et riaient. « Au fait, Daniel se remet bien. Les médecins sont optimistes. » La mention de Daniel apporta un soulagement palpable au visage de Sophie. « C'est la meilleure nouvelle que je pouvais recevoir. Merci, vraiment. » Arthur hocha la tête. « J'aimerais continuer à soutenir l'académie, si vous le permettez. Non pas comme un milliardaire imposant sa volonté, mais comme un passionné d'échecs et un apprenti. » La proposition d'Arthur, maintenant dépourvue de toute trace d'arrogance, était un témoignage du profond changement qu'il avait connu. Sophie le regarda et vit en lui non plus l'adversaire, mais un allié potentiel, quelqu'un qui, comme elle, était sur un chemin de redécouverte. Comment Sophie répondrait-elle à l'offre d'Arthur, et comment ce partenariat inattendu pourrait-il façonner l'avenir de l'Académie Maître Lefebvre? L'offre d'Arthur Valmont, désormais dépourvue de toute trace d'imposition ou d'arrogance, flotta dans l'air entre eux, chargée d'une nouvelle signification. Sophie l'observa, notant la sincérité dans ses yeux, sa posture plus détendue, l'absence de cette aura de pouvoir inébranlable qui l'enveloppait autrefois. Ce n'était pas le même homme qui l'avait défié au grand hôtel impérial.
La défaite sur l'échiquier et la question sur ce que l'argent ne peut pas acheter avaient en effet opéré une transformation. « Monsieur Valmont, » commença Sophie, sa voix douce mais réfléchie, « l'Académie Maître Lefebvre est un projet né de la passion et de la croyance dans le potentiel humain. Votre aide pour Daniel a été un cadeau inestimable, et pour cela je vous serai éternellement reconnaissante. » Elle fit une pause, regardant les enfants qui s'agglutinaient maintenant autour d'un échiquier géant, riant et déplaçant les pièces avec enthousiasme. Le soutien financier est, sans aucun doute, crucial pour le maintien et l'expansion de l'Académie. Mais ce que nous valorisons le plus ici, c'est le dévouement, le mentorat et la passion pour les échecs. Elle tourna ses yeux vers Arthur. « Si vous souhaitez soutenir l'Académie en tant que passionné et apprenti, comme vous l'avez dit, et non comme un bienfaiteur cherchant le contrôle ou la reconnaissance publique, alors votre présence et votre expérience seront les bienvenues. Non seulement avec des ressources, mais peut-être avec votre temps, votre vision, et même, qui sait, quelques parties amicales avec nos élèves les plus avancés. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Après tout, les échecs sont une école de la vie pour tous, n'est-ce pas? Arthur Valmont lui rendit son sourire, un sourire sincère qui ornait rarement son visage. « J'accepte les conditions, Sophie Lefebvre, et l'idée de jouer avec vos élèves me plaît beaucoup. Peut-être ai-je encore quelques leçons à apprendre, et pas seulement sur les échecs. » Il tendit la main et cette fois, la poignée fut celle d'un partenariat nouvellement formé, d'un respect mutuel qui avait fleuri des cendres d'une confrontation. À partir de ce jour, Arthur Valmont devint un bienfaiteur discret mais actif de l'Académie Maître Lefebvre. Il ne se contenta pas d'assurer le financement nécessaire à l'expansion des installations et à l'embauche de plus de professeurs, mais il commença également à consacrer une partie de son temps à l'Académie. Il participait aux réunions de planification, offrait des conseils sur la gestion et, à la surprise de beaucoup, apparaissait occasionnellement pour observer les cours et même jouer quelques parties avec les élèves les plus prometteurs. Sa présence, au début, provoqua une certaine effervescence, mais devint bientôt partie de la routine. Les enfants, qui le voyaient auparavant comme une figure distante et puissante, commencèrent à le considérer comme un tonton Arthur, un homme qui, malgré sa fortune, était accessible et sincèrement intéressé par leur progrès. Il commença même à organiser de petits tournois internes, offrant des prix symboliques qui encourageaient une saine compétition et l'esprit sportif. Sophie, de son côté, s'épanouissait dans son nouveau rôle. L'Académie devint sa nouvelle maison, son but. Elle passait des heures avec les élèves, non seulement à enseigner les complexités des échecs, mais aussi à partager les leçons que le jeu lui avait apprises sur la vie, l'importance de la patience, de l'analyse, de la résilience face à la défaite et de l'humilité dans la victoire. Elle voyait en chaque enfant un morceau d'elle-même, un potentiel à polir. La nouvelle de la guérison de Daniel était un baume constant. Il répondait bien au traitement, et les visites de Sophie à l'hôpital étaient désormais des moments de joie et d'espoir et non d'angoisse. Il commença même à s'intéresser aux échecs, écoutant les histoires de Sophie sur l'Académie et les nouveaux élèves. L'Académie Maître Lefebvre gagna rapidement en réputation, non seulement pour former de jeunes talents aux échecs, mais pour être un environnement accueillant et inspirant, où des enfants de différentes origines trouvaient un but et une communauté. L'histoire de Sophie, la serveuse devenue directrice, et le partenariat improbable avec le milliardaire Arthur Valmont devinrent un conte inspirant, un témoignage du pouvoir du dépassement de soi et de la capacité de changement. Cependant, tout n'était pas rose. La visibilité croissante de l'Académie et le succès de ses élèves commencèrent à attirer l'attention d'autres personnes. D'anciens rivaux du monde des échecs, qui avaient été témoins de l'ascension et de la disparition de Sophie Lefebvre, commencèrent à se demander si la légende était vraiment de retour. Et certains d'entre eux ne voyaient pas d'un bon œil la résurgence d'une figure qui avait secoué la scène compétitive des années auparavant. Quelle serait la nature de la tension de ces anciens rivaux et comment Sophie gérerait-elle la pression de son passé ressurgissant de manière plus explicite? L'ascension fulgurante de l'Académie Maître Lefebvre et le succès remarquable de ses premiers élèves ne passèrent pas inaperçus dans le monde complexe et souvent envieux des échecs. L'histoire de Sophie Lefebvre, le prodige qui avait disparu et ressurgi en tant que mentor, était une aubaine pour les médias et les curieux, mais pour certains, c'était plus qu'une simple curiosité.
c'était une nuisance, une menace. Parmi eux se distinguait Victor Moreau, un ancien rival de Sophie du temps de sa jeunesse. Moreau était un joueur talentueux, mais sa carrière avait toujours été éclipsée par l'éclat de Sophie, et par la suite, par l'ombre de son propre ego et une série de défaites à des moments cruciaux. Il n'avait jamais surmonté la frustration d'être presque aussi bon que Sophie, et la défaite de celle-ci, suivie de sa disparition, avait été pour lui une sorte de soulagement pervers. Maintenant, la voir de retour, non pas comme compétitrice, mais comme directrice d'une académie prometteuse, était un coup porté à sa fierté blessée. Moreau, qui était devenu commentateur d'échecs et, occasionnellement, entraîneur de jeunes talents, commença à utiliser sa plateforme pour lancer des piques subtiles contre Sophie et l'académie. Dans des articles et des interviews, il remettait en question la méthodologie d'enseignement, insinuait que le succès des élèves était plus le résultat du financement d'Arthur Valmont que de la véritable capacité pédagogique de Sophie, et de manière plus insidieuse, ramenait à la surface son passé traumatisant. La légendaire Sophie Lefebvre, écrivit-il dans un de ses articles en ligne, celle qui promettait d'être la plus grande, mais qui s'est effondrée sous la pression. Un esprit si fragile qui a abandonné le jeu à son apogée, est-elle vraiment la personne la plus indiquée pour façonner les esprits de jeunes prodiges? Ou est-elle simplement en train de revivre ses propres rêves frustrés à travers des tiers, avec l'argent d'un milliardaire? Les mots de Moreau étaient venimeux, calculés pour saper la confiance de Sophie et la réputation de l'académie. Il savait exactement où frapper, exploitant les anciennes blessures de Sophie, la défaite traumatisante qui l'avait fait abandonner les échecs et la mort de son mentor, des événements qu'elle avait tenté d'enterrer. Sophie, au début, tenta d'ignorer les attaques. Elle était concentrée sur l'académie, sur ses élèves, sur Daniel. Mais les insinuations de Moreau commencèrent à se répandre, parvenant aux oreilles des parents d'élèves et même de certains professeurs. L'équipe de l'académie, loyale à Sophie, était indignée, mais elle savait qu'elle devait gérer la situation avec sagesse. « Nous ne pouvons pas lui donner la satisfaction d'une réponse directe, Lucas », expliqua Sophie à son jeune analyste, qui était furieux des commentaires de Moreau. « Cela ne ferait qu'attiser le feu. Notre réponse doit se faire sur l'échiquier, à travers le succès de nos élèves. » Cependant, la pression était réelle. Certains parents commencèrent à poser des questions, inquiets de l'image de l'académie. Sophie elle-même sentait le poids du passé ressurgir, les souvenirs de cette défaite douloureuse et de la perte de son mentor refaisant surface. Elle s'était promis de ne pas retourner sur la scène compétitive, mais Moreau la forçait, essayant de la ramener dans l'arène. Arthur Valmont, qui suivait la situation de près, offrit son soutien inconditionnel. « Sophie, si vous avez besoin de quoi que ce soit, de toutes sortes de défenses juridiques ou médiatiques, il suffit de le dire. Je ne permettrai pas que cet individu ternisse le travail que vous accomplissez. » Sophie remercia Arthur, mais savait que la bataille était la sienne. Elle devait prouver non seulement à Moreau mais à elle-même que sa fragilité passée s'était transformée en force. Elle devait montrer que l'Académie Maître Lefebvre était plus qu'un projet financé. C'était un centre d'excellence guidé par une passion sincère. L'occasion d'affronter Moreau, ou du moins de répondre à ses attaques, se présenta de manière inattendue. Un prestigieux tournoi national d'échecs pour jeunes, la Coupe des Nouveaux Talents, annonça sa prochaine édition. Moreau était l'un des organisateurs et commentateurs principaux, et son équipe de jeunes joueurs, qui l'entraînaient, était l'une des favorites. L'Académie Maître Lefebvre, avec ses élèves prometteurs, fut invitée à participer. C'était la chance parfaite pour Sophie de montrer la valeur de sa méthodologie et la force de ses élèves. Mais la décision de participer ne concernait pas seulement les échecs. Il s'agissait de dignité, de faire taire les voix du passé et de protéger l'avenir de son académie. Comment Sophie et ses élèves se prépareraient-ils pour le tournoi? Et quel serait l'impact de la participation de l'Académie Maître Lefebvre sur la scène des échecs pour jeunes? La décision de participer à la Coupe des Nouveaux Talents ne fut pas prise à la légère par Sophie. Elle savait que c'était un pas risqué et une exposition directe aux attaques de Victor Moreau et à l'examen minutieux d'un monde qu'elle avait évité pendant si longtemps. Mais c'était aussi une nécessité. L'Académie Maître Lefebvre avait besoin de reconnaissance,
et ses élèves méritèrent la chance de briller sur une plus grande scène. De plus, au fond de son âme, Sophie sentait qu'il était temps d'affronter les fantômes du passé, non pas pour revivre la douleur, mais pour la transformer en force. La préparation pour le tournoi fut intense et méticuleuse. Sophie se plongea corps et âme dans l'entraînement de ses élèves, consacrant des heures à chacun d'eux. Elle ne se contenta pas d'améliorer leurs compétences techniques, mais travailla également sur l'aspect psychologique, la résilience, la capacité à gérer la pression et la défaite. Elle racontait des histoires de son mentor, Maître Lefebvre, et les leçons qu'il lui avait enseignées sur l'importance de l'humilité, de la persévérance et de la passion pour le jeu. Pierre, le garçon de 7 ans à l'intuition brillante, et Clara, la fille de 12 ans à la vision stratégique, devinrent les piliers de l'équipe junior de l'académie. Sophie voyait en eux non seulement des talents individuels, mais l'incarnation de l'esprit de Maître Lefebvre, la joie de jouer et la profondeur de la pensée. Elle leur apprenait à ne pas craindre des adversaires plus expérimentés, à faire confiance à leurs instincts et à apprendre de chaque coup, qu'ils soient victorieux ou non. Arthur Valmont, fidèle à sa promesse, offrit tout le soutien logistique et financier nécessaire pour le voyage et le séjour de l'équipe. Il organisa même des sessions d'entraînement avec certains des meilleurs analystes d'échecs du pays, s'assurant que les élèves aient accès aux ressources les plus avancées. Sa présence, bien que discrète, était un pilier de soutien pour Sophie et pour l'académie. Victor Moreau, de son côté, intensifia ses attaques. Dans ses commentaires en ligne, il se moquait de l'Académie de charité et de sa directrice amatrice, prédisant une performance médiocre à la coupe. Il tentait de déstabiliser Sophie, mais elle, désormais plus mature et concentrée, utilisait la colère de Moreau comme carburant pour motiver ses élèves. « Laissez-le parler », disait-elle. « Notre réponse se fera sur l'échiquier. » La Coupe des Nouveaux Talents était un événement grandiose, organisé dans un centre de congrès animé, avec des centaines de jeunes joueurs de tout le pays. L'équipe de l'Académie Maître Lefebvre, vêtue d'uniformes simples mais élégants, avec l'emblème d'un cheval stylisé, arriva avec un mélange de nervosité et de détermination. Les premiers jours du tournoi furent difficiles. Les élèves de Sophie affrontèrent des adversaires expérimentés, certains ayant déjà des titres nationaux dans leur catégorie. Il y eut des victoires éclatantes et quelques défaites douloureuses. Sophie était toujours aux côtés de ses élèves, offrant des mots d'encouragement, analysant les parties, leur apprenant à transformer chaque erreur en une leçon. Pierre, avec son audace, surprit tout le monde, battant des joueurs plus âgés et plus expérimentés avec des coups inattendus et une joie contagieuse. Clara, avec son calme et sa précision, navigua à travers les parties les plus complexes, démontrant une maturité stratégique qui impressionnait les commentateurs. Victor Moreau, qui était présent en tant que commentateur officiel du tournoi, ne pouvait cacher sa frustration. Il avait prédit l'échec de l'Académie de Sophie, mais ses élèves se distinguaient. Ils tentaient de minimiser leur victoire, les attribuant à la chance ou à l'inexpérience des adversaires. Mais la vérité était que l'Académie Maître Lefebvre devenait la grande surprise du tournoi. À mesure que le tournoi avançait, l'équipe de Sophie commença à se démarquer. Pierre et Clara, en particulier, étaient sur une trajectoire ascendante, remportant partie après partie, attirant l'attention des médias et du public. L'histoire de la serveuse devenue mentor et de ces jeunes prodiges prenait de l'ampleur, et la réputation de Moreau en tant que la prophète de l'échec commençait à être remise en question. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'il fut annoncé que, en demi-finale, Clara affronterait l'un des élèves les plus prometteurs de Victor Moreau, un jeune homme nommé Julien Dubois, connu pour son style agressif et sa confiance inébranlable. C'était une confrontation directe, non seulement entre deux joueurs, mais entre deux philosophies d'enseignement, deux héritages. Comment Clara se préparerait-elle à affronter l'élève de Victor Moreau et quel serait l'impact de cette partie sur la rivalité entre Sophie et son ancien rival? La nouvelle de la confrontation entre Clara et Julien Dubois en demi-finale de la Coupe des Nouveaux Talents résonna dans tout le centre de congrès. C'était la partie la plus attendue du tournoi, un duel qui transcendait le simple jeu d'échecs. D'un côté, Clara, l'élève silencieuse et stratège de l'Académie Maître Lefebvre, représentant la résilience et la passion de Sophie. De l'autre, Julien Dubois,
le prodige agressif entraîné par Victor Moreau, personnifiant l'ambition et la quête incessante de la victoire à tout prix. Sophie ressentit un mélange de fierté et d'appréhension. Elle connaissait la capacité de Clara, son esprit vif et son calme sous la pression. Mais elle connaissait aussi la férocité du style de Julien Dubois et l'influence de Moreau, qui ferait certainement tout pour déstabiliser son élève. La préparation de Clara pour la demi-finale fut différente. Sophie ne se concentra pas seulement sur les stratégies d'échecs, mais aussi sur la force mentale. Elle et Lucas, l'analyste de l'Académie, étudièrent les parties précédentes de Julien Dubois, identifiant ses schémas, ses ouvertures favorites et ses points faibles. Mais Sophie passa également des heures à discuter avec Clara, renforçant sa confiance, lui rappelant que le plus important était de jouer avec passion et intégrité, quel que soit le résultat. « Clara », dit Sophie, ses yeux rencontrant ceux de la jeune fille avec une intensité chaleureuse. « Les échecs ne consistent pas seulement à gagner. Il s'agit d'apprendre, de se dépasser, de la beauté de la logique et de la créativité. Ne te préoccupe pas de ce que Moreau ou qui que ce soit d'autre dira. Joue ton jeu, fais confiance à ton intuition et amuse-toi. » Clara, habituellement réservée, absorba chaque mot de Sophie. Elle sentait la pression, mais aussi la force qui émanait de sa mentor. Elle savait qu'elle ne jouait pas seulement pour elle-même, mais pour toute l'Académie, pour Sophie et pour la mémoire du maître Lefebvre. Victor Moreau, quant à lui, était dans son élément. Il utilisa toutes ses ruses pour envenimer la rivalité. Dans des interviews, il louait Julien Dubois de manière exagérée, tout en minimisant les réalisations de Clara, la qualifiant de joueuse passive et sans éclat. Il tentait de créer une atmosphère d'intimidation, espérant que la pression écraserait la jeune élève de Sophie. Le jour de la demi-finale, la salle de jeu était bondée. La diffusion en direct du tournoi enregistrait des records d'audience. Arthur Valmont était présent, assis discrètement dans le public, observant avec une tension palpable. L'équipe de l'Académie Maître Lefebvre, y compris Pierre et les autres élèves, était là pour soutenir Clara. La partie commença. Julien Dubois, avec les pièces blanches, ouvrit avec une agressivité attendue, essayant d'imposer son rythme dès le début. Clara, avec les noirs, répondit calmement, se défendant avec précision et construisant sa position de manière solide. À chaque coup, la tension montait. Moreau, dans le studio de commentaires, tentait d'influencer le récit, soulignant chaque erreur de Clara et louant chaque coup de Julien. Mais le public et les commentateurs plus impartiaux commencèrent à remarquer la profondeur du jeu de Clara. Elle ne se contentait pas de défendre, elle tissait une toile, préparant le terrain pour une contre-attaque. La partie s'étendit sur des heures, un véritable test d'endurance et de stratégie. Julien Dubois, habitué aux victoires rapides, commença à montrer des signes de frustration. Clara, en revanche, gardait son sang-froid, les yeux fixés sur l'échiquier, son esprit travaillant avec une clarté impressionnante. À un moment crucial, Julien Dubois, sous pression, commit une erreur. Un coup précipité qui ouvrit une ligne d'attaque pour Clara. Elle vit l'opportunité, mais hésita un instant, se souvenant des paroles de Sophie sur l'importance du calme. Elle prit une profonde inspiration et exécuta le coup avec une précision chirurgicale. À partir de là, le jeu bascula. Clara prit le contrôle, sa dame et ses fous travaillant en parfaite harmonie. Julien Dubois tenta de se défendre, mais la position de Clara était écrasante. Le public retenait son souffle. Moreau, dans le studio, était visiblement irrité, ses commentaires devenant de plus en plus acides et désespérés. Finalement, après une brillante séquence de coups, Clara exécuta l'échec et mate. Le son de la pièce d'échec se posant sur l'échiquier fut étouffé par les applaudissements tonitruants qui éclatèrent dans la salle. Clara avait gagné. L'élève de Sophie avait vaincu le prodige de Victor Moreau. Clara, avec un sourire timide, serra la main de Julien Dubois, qui, malgré la défaite, la félicita avec respect. Sophie courut pour embrasser son élève, les yeux embués de fierté. La victoire de Clara n'était pas seulement une victoire aux échecs. C'était une victoire de la résilience, de l'intégrité et de la philosophie de l'Académie Maître Lefebvre. La rivalité entre Sophie et Moreau avait atteint un nouveau palier. La défaite de son élève était un coup direct à l'ego de Moreau, et il savait qu'il ne pouvait plus ignorer la résurgence de Sophie. Quelle serait la réaction de Victor Moreau à la défaite de son élève ?
Et comment cette victoire de Clara affecterait-elle la réputation de l'Académie Maître Lefebvre et l'avenir de Sophie? La défaite de Julien Dubois face à Clara en demi-finale de la Coupe des Nouveaux Talents fut un séisme dans le monde des échecs pour jeunes, et son épicentre fut Victor Moreau. Dans le studio de commentaires, la caméra capta son expression de choc et de fureur contenue. Il tenta de garder son sang-froid, forçant un sourire amer tout en louant la chance de Clara et le manque de concentration de son élève. Mais la vérité était indéniable. L'Académie Maître Lefebvre, et par extension Sophie Lefebvre, avait triomphé de lui. La victoire de Clara fut célébrée avec euphorie par l'équipe de l'Académie. Sophie serra son élève dans ses bras avec une immense fierté, sentant que ce moment était la validation de tout son travail, de sa philosophie. Arthur Valmont, dans le public, applaudit debout, un sourire satisfait sur le visage. Les médias, autrefois sceptiques, s'agglutinaient maintenant autour de Clara et Sophie, avides d'interviews. L'histoire de la serveuse devenue mentor et de ses jeunes prodiges était dans tous les journaux télévisés. La réputation de l'Académie Maître Lefebvre monta en flèche. Les inscriptions pour l'année scolaire suivante triplèrent et la Fondation reçut de nouvelles offres de parrainage. La victoire de Clara non seulement fit taire les critiques, mais solidifia également l'Académie comme une force à reconnaître sur la scène nationale des échecs. Pour Victor Moreau, cependant, la défaite de Julien Dubois fut un coup dévastateur pour son ego déjà fragile. Il avait beaucoup investi en Julien, non seulement en tant que joueur, mais comme un outil pour prouver sa propre supériorité sur Sophie. Maintenant, tout s'était effondré. La colère et l'humiliation le consumaient. Il savait qu'il ne pouvait plus se cacher derrière des commentaires acides et des insinuations. Il avait besoin d'une confrontation directe, d'un moyen de rétablir sa domination. Les jours suivants, Moreau commença à orchestrer son prochain coup. Il savait qu'attaquer à nouveau les élèves de Sophie serait inefficace. Il devait aller directement à la source, défier Sophie elle-même. Mais comment? Elle s'était retirée de la scène compétitive et un défi direct pourrait être facilement refusé. L'occasion se présenta lorsque la Fédération nationale des échecs, impressionnée par le succès de l'Académie Maître Lefebvre et par la résurgence de Sophie Lefebvre, annonça un événement spécial. C'était un tournoi d'exhibition, un défi des maîtres, qui réunirait certains des grands noms des échecs nationaux pour une série de parties rapides, dans le but de promouvoir le sport et d'inspirer les jeunes talents. L'idée était d'avoir un mélange de légendes du passé et d'étoiles montantes. À la surprise de beaucoup, le nom de Sophie Lefebvre fut inclus dans la liste des invités. La fédération, consciente de son histoire et de son impact récent, voulait qu'elle soit l'une des principales attractions. Sophie, au début, hésita. L'idée de rejouer en compétition, même dans un tournoi d'exhibition, ravivait des souvenirs douloureux. Elle s'était promis de ne pas y retourner. Cependant, la pression était forte. L'Académie avait besoin de visibilité, et la présence de Sophie au défi des maîtres serait un moyen puissant de légitimer son travail. De plus, elle savait que Moreau serait là, probablement en tant que commentateur, et l'occasion de le faire taire une fois pour toutes était tentante. Ce fut Arthur Valmont qui la convainquit. « Sophie, dit-il, vous ne jouerez pas pour vous-même, mais pour l'Académie, pour vos élèves. Vous leur montrerez que la résilience est plus forte que la peur, que le passé ne définit pas l'avenir. Et franchement, il est temps de remettre Victor Moreau à sa place. » Sophie réfléchit pendant quelques jours. Elle discuta avec Lucas, avec les professeurs, de l'Académie, et même avec Daniel qui se remettait bien et l'encouragea à accepter. L'idée de rejouer, de sentir les pièces dans ses mains, de se plonger dans la stratégie, commença à raviver une flamme endormie dans son cœur. Elle ne cherchait pas la gloire, mais la justice, la validation de son but. Finalement, Sophie accepta l'invitation. La nouvelle de son retour aux échiquiers, même pour une exhibition, provoqua un tumulte dans le monde des échecs. Victor Moreau, en apprenant la décision de Sophie, ressentit un mélange de satisfaction et d'appréhension. Il avait réussi à la ramener dans l'arène, mais maintenant il devrait l'affronter, d'une manière ou d'une autre. Le défi des maîtres promettait d'être plus qu'un simple tournoi d'exhibition. Ce serait la scène de la rencontre de Sophie Lefebvre avec son passé, et la confrontation finale avec Victor Moreau. Comment Sophie se préparerait-elle pour son retour aux échiquiers, et quelle serait la stratégie de Victor Moreau pour tenter de la déstabiliser au défi des maîtres?
La décision de Sophie de participer au défi des maîtres provoqua une onde de choc dans tout le milieu des échecs. La légende endormie était de retour, et l'attente était palpable. Pour Sophie, cependant, la préparation au tournoi était un parcours complexe, qui impliquait non seulement l'amélioration de ses compétences sur l'échiquier, mais aussi la guérison d'anciennes blessures et le renforcement de son esprit. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de revivre la défaite traumatisante qui l'avait éloignée du jeu. Cette fois, elle jouerait avec un but différent, non pas pour la gloire personnelle, mais pour l'académie, pour ses élèves et pour la mémoire de son mentor. Elle voulait montrer que les échecs étaient plus qu'une compétition, c'était un art, une philosophie, un outil pour la vie. Sophie commença à s'entraîner intensément, mais d'une manière différente de sa jeunesse. Elle ne s'isola pas, mais invita Lucas et les professeurs les plus expérimentés de l'académie à être ses partenaires d'entraînement. Elle jouait des parties rapides, analysait des ouvertures, étudiait des finales, mais toujours avec l'esprit ouvert, cherchant de nouvelles perspectives. Ses élèves, en particulier Clara et Pierre, l'observaient avec admiration, apprenant de chaque coup et de chaque réflexion de leur mentor. Arthur Valmont, une fois de plus, offrit son soutien. Il fournit un environnement tranquille pour l'entraînement de Sophie, loin des distractions, et s'assura qu'elle ait accès aux meilleures ressources d'analyse. Il la voyait non seulement comme une joueuse, mais comme une amie, et était déterminé à la voir triompher. Pendant que Sophie se préparait, Victor Moreau élaborait sa stratégie pour la déstabiliser. Il savait qu'il ne pourrait pas la battre sur l'échiquier si elle était au meilleur de sa forme. Sa tactique serait psychologique. Moreau, qui serait l'un des commentateurs principaux du défi des maîtres, prévoyait d'utiliser sa plateforme pour raviver le traumatisme de Sophie, pour saper sa confiance, avant même que les pièces ne soient déplacées. Il commença à donner des interviews insinuant que Sophie était trop vieille pour le rythme des échecs modernes, que son style était obsolète, et qu'elle ne participait que pour capitaliser sur sa nouvelle renommée. Mais sa principale arme serait la mention constante de cette défaite spécifique qui l'avait fait abandonner le jeu. Il prévoyait de diffuser des extraits de cette partie, d'analyser les erreurs de Sophie en public et de remettre en question sa résilience mentale. « Sophie Lefebvre est une joueuse talentueuse, sans aucun doute », déclara Moreau dans une émission de télévision avec un sourire cynique. « Mais les échecs de haut niveau exigent une force mentale inébranlable, et nous savons qu'elle a déjà démontré par le passé qu'elle ne possède pas cette force. Une défaite, et elle s'est effondrée. Supportera-t-elle la pression cette fois-ci, ou verrons-nous la même histoire se répéter ?» Les mots de Moreau étaient comme des aiguilles, tentant de percer l'armure de Sophie. Elle les entendait, mais ne leur permettait pas de l'atteindre. Elle avait travaillé dur pour surmonter le traumatisme, pour comprendre que cette défaite ne la définissait pas. Son mentor disait toujours que les erreurs étaient des occasions d'apprendre, et elle était déterminée à le prouver. Le défi des maîtres commença avec une grande pompe. La scène était un auditorium moderne, avec des écrans géants qui affichaient les échiquiers et les analyses en temps réel. Le public était nombreux, et la diffusion en direct atteignait des millions de spectateurs. Sophie, vêtue d'une élégante robe noire, monta sur scène avec une posture sereine, mais ses yeux révélaient l'intensité de la bataille interne qu'elle menait. Elle fut accueillie par des applaudissements chaleureux, une reconnaissance de son histoire et de son retour. Victor Moreau, dans le studio de commentaires, l'observait avec un regard de défi. Il était prêt à lancer son attaque psychologique. Les premières parties de Sophie furent contre des joueurs expérimentés, mais elle joua avec un calme et une précision qui surprirent tout le monde. Elle n'était pas la joueuse agressive de sa jeunesse, mais une stratège plus mature, qui combinait l'intuition avec l'expérience. Elle remporta ses 2 premières parties avec brio, montrant que son talent était intact. Cependant, la véritable épreuve viendrait au 3e tour. Le tirage au sort opposa Sophie à Victor Moreau. La confrontation était inévitable, le point culminant d'une rivalité qui s'étendait sur des années. Le public vibra à l'annonce. Avant la partie, Moreau, dans le studio de commentaires, commença son attaque. Il diffusa des extraits de cette partie traumatisante de Sophie, analysant ses erreurs, remettant en question sa capacité à gérer la pression. Sophie Lefebvre parviendra-t-elle à surmonter ses propres démons ? Demanda-t-il d'un ton dramatique. Ou verrons-nous l'histoire se répéter et s'effondrera-t-elle à nouveau ?
Sophie, assise devant l'échiquier, entendait les mots de Moreau résonner dans l'auditorium. Elle ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration, et quand elle les rouvrit, il y avait une détermination inébranlable dans son regard. Elle ne s'effondrerait pas. Elle était prête à affronter son passé et son rival une fois pour toutes. Comment Sophie réagirait-elle à l'attaque psychologique de Moreau pendant la partie, et quelle serait l'issue de cette confrontation tant attendue? Les mots de Victor Moreau, chargés de venin et calculés pour atteindre les blessures les plus profondes de Sophie, résonnèrent dans l'auditorium, amplifiés par les haut-parleurs. Le public, partagé entre la curiosité et l'appréhension, observait Sophie, attendant une réaction, un signe de faiblesse. Mais Sophie, assise devant l'échiquier, resta immobile. Elle ferma les yeux un instant, non pas en désespoir, mais dans un acte de concentration profonde, revivant les leçons de son mentor, Maître Lefebvre. « Les échecs sont un miroir de la vie, Sophie. » La voix du maître semblait murmurer dans son esprit. « Les défaites ne sont pas la fin, mais des occasions d'apprendre. La vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever plus fort à chaque fois. » Quand Sophie rouvrit les yeux, la détermination dans son regard était inébranlable. Elle n'était pas là pour revivre le passé, mais pour le réécrire. Moreau pouvait tenter de déterrer ses démons, mais elle avait appris à les transformer en alliés. La partie commença. Moreau, avec les pièces blanches, ouvrit avec une agressivité inhabituelle, essayant d'imposer un rythme frénétique dans l'espoir de déstabiliser Sophie. Il jouait vite, presque impulsivement, les yeux fixés sur Sophie, cherchant le moindre signe de nervosité. Mais Sophie répondit avec un calme impressionnant. Ses coups étaient délibérés, précis, chacun d'eux une réponse calculée à l'impétuosité de Moreau. Dans le studio de commentaires, Moreau poursuivait son attaque psychologique. À chaque coup de Sophie, il faisait des commentaires désobligeants, remettant en question ses choix, insinuant qu'elle commettait les mêmes erreurs que par le passé. Il affichait des diagrammes de cette partie traumatisante, comparant les positions, essayant de créer un récit de répétition. « Voyez donc, » disait Moreau avec un sourire forcé, « Sophie Lefebvre tombe dans le même piège qu'il y a des années. Elle n'a pas appris. La pression est trop forte pour elle. » Mais Sophie ne se laissait pas ébranler. Elle avait construit une forteresse mentale impénétrable. Elle n'entendait pas les mots de Moreau, seulement le murmure des pièces, la logique de l'échiquier. Elle était dans son élément immergée dans un univers de possibilités où seule la stratégie importait. La partie devint une bataille de nerfs. Moreau, frustré par l'inefficacité de ses attaques psychologiques, commença à commettre des erreurs. Son agressivité se transforma en impatience et sa précipitation le conduisit à des coups irréfléchis. Sophie, en revanche, gardait son calme, exploitant chaque faille de son adversaire avec une précision chirurgicale. Le public, initialement partagé, commença à pencher pour Sophie. Il voyait la maîtrise dans ses coups, la sérénité dans sa posture, le contraste avec la colère et la frustration croissante de Moreau. La diffusion en direct explosa de commentaires de soutien à Sophie, et beaucoup critiquèrent l'attitude anti-éthique de Moreau. Arthur Valmont, dans le public, observait la partie avec une fierté silencieuse. Il voyait la transformation de Sophie, la force qu'elle avait trouvée en elle-même. Il savait que cette partie était plus qu'un jeu. C'était la rédemption de Sophie, la preuve que le passé ne la définissait pas. La partie approchait de sa fin. Sophie avait construit une position écrasante. Moreau, le roi acculé et peu de pièces restantes, était visiblement secoué. Il regarda Sophie, les yeux remplis d'un mélange de colère et de désespoir. Il avait tenté de briser son esprit, mais c'est lui qui s'était brisé. D'un dernier mouvement, élégant et décisif, Sophie déplaça sa dame. « Échec et mat », déclara-t-elle, la voix calme, mais avec une autorité incontestable. Le son de la pièce d'ivoire se posant sur l'échiquier fut le point final d'une bataille épique, non seulement aux échecs, mais dans l'âme. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans l'auditorium. Le public se leva, acclamant Sophie. Moreau, dans le studio de commentaires, resta silencieux, le visage blême, sa défaite indéniable. Il avait été vaincu, non seulement sur l'échiquier, mais dans sa tentative de déstabiliser Sophie. Sophie se leva, salua Moreau d'un hochement de tête, sans une once de triomphe, dans son regard,
seulement la satisfaction d'avoir surmonté ses propres démons. Elle avait prouvé que le passé ne la définissait pas, que la résilience était plus forte que la peur. La victoire de Sophie sur Victor Moreau fut un tournant. Elle ne se contenta pas de faire taire son rival, mais consolida également sa position en tant que figure inspirante dans le monde des échecs. L'Académie Maître Lefebvre gagna encore plus de visibilité et l'histoire de Sophie devint un témoignage du pouvoir du dépassement de soi. Quel serait l'impact de cette victoire sur la carrière de Victor Moreau et comment Sophie utiliserait-elle sa nouvelle visibilité pour propulser encore plus l'Académie Maître Lefebvre? La victoire de Sophie sur Victor Moreau au défi des maîtres fut bien plus qu'une simple partie d'échecs. Ce fut un tournant décisif. L'échec et mat final, exécuté avec une sérénité et une précision qui contrastaient avec la fureur de Moreau, résonna dans tout le monde des échecs, marquant le retour triomphal de Sophie Lefebvre. Pour Victor Moreau, l'impact fut dévastateur. Sa tentative de déstabiliser Sophie en public s'était retournée contre lui de manière spectaculaire. La diffusion en direct avait capturé son expression de défaite et d'humiliation, et ses commentaires acides et anti-éthiques furent largement critiqués par la communauté des échecs et les médias. Sa réputation de commentateur et d'entraîneur fut sérieusement ébranlée. Les sponsors commencèrent à se retirer, et sa crédibilité en tant que figure influente des échecs s'effondra. Lui, qui avait tant essayé de ternir l'image de Sophie, finit par détruire la sienne. Sophie, en revanche, sortit de cette confrontation non seulement comme une joueuse brillante, mais comme un symbole de résilience et d'intégrité. Son calme sous la pression, son refus de s'abaisser au niveau de Moreau et sa maîtrise de l'échiquier lui valurent le respect et l'admiration de millions de personnes. L'histoire de son dépassement, de son parcours de serveuse à directrice d'académie et maintenant à maître victorieuse, inspira des gens bien au-delà de l'univers des échecs. La visibilité de l'Académie Maître Lefebvre explosa. La victoire de Sophie fut le catalyseur dont l'Académie avait besoin pour se consolider en tant qu'institution de renommée internationale. Les inscriptions augmentèrent de manière exponentielle et la Fondation reçut des propositions de partenariat d'établissements d'enseignement et d'organisations d'échecs du monde entier. Le modèle pédagogique de Sophie, qui combinait l'enseignement technique avec le développement de compétences de vie, s'avéra être un succès retentissant. Sophie utilisa sa nouvelle visibilité avec sagesse. Elle accepta des invitations à des conférences et des interviews, mais en orientant toujours l'attention vers l'académie et l'importance des échecs comme outil de transformation sociale. Elle parla de la nécessité de soutenir les jeunes talents, en particulier ceux issus de communautés défavorisées, et de la manière dont les échecs pouvaient enseigner des leçons précieuses sur la patience, la stratégie, la résilience et l'éthique. Arthur Valmont, désormais un ami et un allié, continua d'être un pilier de soutien. Il ne se contenta pas d'assurer le financement de l'expansion de l'Académie, qui prévoyait maintenant d'ouvrir des succursales dans d'autres villes, mais il utilisa également son influence pour créer des programmes de bourses d'études et des partenariats avec des entreprises afin d'offrir des opportunités de stage et d'emploi aux élèves plus âgés de l'Académie. Il avait trouvé un nouveau but, une façon d'utiliser sa fortune pour un bien plus grand, et Sophie avait été le catalyseur de ce changement. Daniel, le frère de Sophie, poursuivait sa convalescence, désormais avec une santé beaucoup plus stable et un sourire constant sur le visage. Il devint un visiteur fréquent de l'Académie, observant les cours et jouant même quelques parties avec les plus jeunes élèves. La joie de Daniel était la plus grande récompense pour Sophie, la preuve que tous ses sacrifices en avaient valu la peine. Clara et Pierre, les premiers prodiges de l'Académie, continuèrent de s'épanouir sous le mentorat de Sophie. Clara, inspirée par la victoire de sa mentor, remporta la finale de la Coupe des Nouveaux Talents, devenant championne nationale dans sa catégorie. Pierre, avec son intuition et sa joie, continua de surprendre tout le monde, montrant que les échecs pouvaient être joués avec passion et créativité. Ils devinrent des exemples vivants du succès de la méthodologie de Sophie. L'Académie Maître Lefebvre n'était pas seulement un lieu pour apprendre les échecs, c'était un centre d'espoir, un phare pour les jeunes talents qui, autrement, n'auraient peut-être jamais eu la chance de découvrir leur potentiel. Sophie, l'ancienne serveuse, était devenue une leader visionnaire, une source d'inspiration pour une nouvelle génération.
Elle avait prouvé que le vrai pouvoir ne réside pas dans la fortune ou la renommée, mais dans la capacité à surmonter l'adversité, à transformer la douleur en but et à utiliser son talent pour le bien commun. L'histoire de Sophie. Lefebvre devint un héritage. Un témoignage que, sur le grand échiquier de la vie, la stratégie la plus puissante est celle qui se joue avec le cœur et l'âme. Quel serait le prochain grand défi pour Sophie et l'Académie Maître Lefebvre, et comment continuerait-il à étendre leur impact dans le monde? L'Académie Maître Lefebvre, sous la direction visionnaire de Sophie, s'était solidement établie comme un phare d'excellence et d'espoir. La victoire de Sophie sur Moreau et le succès de ses élèves à la Coupe des Nouveaux Talents avaient catapulté l'institution sur la scène nationale et internationale. Cependant, Sophie savait que le véritable impact ne résidait pas seulement dans la formation de champions, mais dans l'élargissement de la portée des échecs comme outil de transformation sociale. Le prochain grand défi, et peut-être le plus ambitieux à ce jour, naquit d'une conversation avec Arthur Valmont. Inspiré par le succès de l'Académie et la passion de Sophie, Arthur proposa la création d'un programme d'échange international. L'idée était d'emmener les élèves les plus prometteurs de l'Académie Maître Lefebvre concourir et apprendre dans d'autres académies d'échecs renommées à travers le monde, et, en retour, d'accueillir de jeunes talents d'autres pays en France, pour qu'ils découvrent la méthodologie unique de Sophie. « Sophie, » expliqua Arthur lors d'une réunion à l'Académie, « les échecs sont un langage universel. Ce programme ne viserait pas seulement à améliorer les compétences de nos élèves, mais à les exposer à différentes cultures, à différentes manières de penser. Et en même temps, ce serait une opportunité pour l'Académie Maître Lefebvre de partager sa philosophie avec le monde. » Sophie fut enthousiasmée par l'idée. Elle voyait le potentiel immense d'un tel programme, non seulement pour ses élèves, qui auraient de la chance d'élargir leurs horizons, mais aussi pour l'Académie elle-même, qui pourrait apprendre et grandir grâce à l'échange d'expériences. Cependant, elle reconnaissait également les défis. La logistique d'un programme international était complexe, et l'adaptation des élèves à de nouvelles cultures et styles de jeu exigerait une attention particulière. « C'est une idée merveilleuse, Arthur », répondit Sophie, les yeux brillants à cette perspective. « Mais nous devons nous assurer que cela soit fait de la bonne manière. Nos élèves ont besoin d'un soutien psychologique et culturel, en plus de l'entraînement aux échecs. Et la sélection des participants, tant ceux qui partent que ceux qui viennent, doit être très rigoureuse. » Arthur, avec sa vaste expérience des projets mondiaux, assura que toutes les ressources seraient mises à disposition. Il mobilisa son équipe pour s'occuper des aspects bureaucratiques, des visas, des billets, de l'hébergement et du soutien culturel. La Fondation, avec le soutien d'Arthur, établit des partenariats avec des académies d'échecs en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, toutes désireuses de collaborer avec la renommée Académie Maître Lefebvre. Le programme fut baptisé « Les ponts de l'échiquier », symbolisant l'union des cultures et des esprits à travers les échecs. La sélection des premiers élèves pour l'échange fut un processus rigoureux. Sophie et son équipe recherchèrent non seulement le talent aux échecs, mais aussi la maturité, la curiosité et la capacité d'adaptation. Clara et Pierre, naturellement, furent les premiers à être sélectionnés, avec la promesse qu'ils dirigeraient la première délégation de l'Académie. La nouvelle du programme « Les ponts de l'échiquier » suscita un grand enthousiasme parmi les élèves et leurs familles. C'était une opportunité unique dans une vie, un rêve qui devenait réalité. Sophie passa des semaines à préparer les jeunes, non seulement avec des stratégies d'échecs, mais aussi avec des cours de culture et de langue, s'assurant qu'ils soient prêts pour l'expérience. Le jour du départ de la première délégation, l'aéroport était rempli d'émotions. Des parents fiers, des professeurs émus et Sophie elle-même, qui disait au revoir à ses élèves avec un mélange de joie et une boule dans la gorge. Elle voyait en eux l'espoir, l'avenir qu'elle avait aidé à construire. Alors que les élèves embarquaient, Sophie ressentit une profonde satisfaction. L'Académie Maître Lefebvre accomplissait sa mission, étendant son impact bien au-delà des murs de la demeure. Elle avait transformé sa propre douleur en un but plus grand, et maintenant elle ouvrait des portes pour que d'autres jeunes puissent réaliser leurs rêves. Cependant, avec l'expansion mondiale, de nouveaux défis et responsabilités allaient surgir.
L'Académie Maître Lefebvre serait désormais sous les feux de la rampe internationale et Sophie devrait gérer la complexité d'un programme d'une telle ampleur tout en conservant l'essence et les valeurs qui l'avaient rendu unique. Comment Sophie et l'Académie Maître Lefebvre géreraient-elles les défis culturels et compétitifs de la scène internationale et quel serait l'impact mondial du programme Les Ponts de l'Échiquier? Le départ de la première délégation du programme Les Ponts de l'Échiquier marqua le début d'une nouvelle ère pour l'Académie Maître Lefebvre. Clara et Pierre, ainsi que 3 autres élèves prometteurs, s'envolèrent pour une académie d'échecs renommée à Budapest, en Hongrie, l'un des berceaux des échecs européens. L'émotion des adieux à l'aéroport laissa bientôt place à la réalité d'un monde nouveau et stimulant. Les premiers jours à Budapest furent un tourbillon de nouvelles expériences. L'architecture imposante, la langue inconnue, la cuisine différente, tout était une nouveauté pour les jeunes Français. À l'Académie hongroise, ils furent confrontés à un style d'enseignement plus formel et à une approche compétitive intense qui contrastait avec l'atmosphère chaleureuse et holistique de l'Académie Maître Lefebvre. Les simples joueurs européens étaient techniquement brillants, avec une concentration implacable sur la théorie et la mémorisation d'ouvertures complexes. Clara, de nature plus réservée, ressentit le choc culturel et compétitif de manière plus aiguë. Elle eut du mal à s'adapter aux rythmes accélérés des parties d'entraînement et à la barrière de la langue, qui rendait la communication difficile avec ses nouveaux camarades et entraîneurs. Il y eut des moments de frustration et de mal du pays, où les leçons de Sophie sur la résilience furent mises à l'épreuve. Pierre, avec son énergie contagieuse, réussit à s'intégrer plus facilement, utilisant les échecs comme un langage universel pour se faire des amis. Mais il fut également confronté au défi d'améliorer sa technique pour concourir à un haut niveau. Depuis la France, Sophie maintenait un contact quotidien avec ses élèves. Les appels vidéo devinrent une routine, où elle écoutait leurs préoccupations, offrait des conseils stratégiques et surtout renforçait l'importance de garder l'esprit ouvert et d'apprendre des différences. Elle leur rappelait que la force de l'Académie Maître Lefebvre résidait non seulement dans la technique, mais dans la capacité d'adaptation, la créativité et la passion pour le jeu. « N'essayez pas d'être comme eux, disait-elle. Soyez vous-même, mais apprenez de ce qu'ils ont de meilleur. » Pendant ce temps, l'Académie Maître Lefebvre se préparait à accueillir sa première délégation d'échange. 3 jeunes talents, un de Hongrie, un d'Inde et un autre d'Espagne, arrivèrent en France, apportant avec eux leurs propres attentes et styles de jeu. Sophie et son équipe organisèrent un programme d'immersion culturelle, avec des cours de français, des visites de sites touristiques et, bien sûr, beaucoup d'échecs. L'arrivée des élèves étrangers apporta une énergie vibrante à l'Académie. Ils furent fascinés par la méthodologie de Sophie, par la manière dont elle intégrait les échecs à des leçons de vie et par l'atmosphère de camaraderie qui imprégnait l'environnement. L'échange d'expériences fut enrichissant pour tous. Les élèves français apprirent de nouvelles ouvertures et stratégies avec les visiteurs, tandis que les étrangers découvrirent l'importance de l'intuition et de la créativité, des éléments que Sophie mettait en avant. Le programme Les Ponts de l'Échiquier commença à porter ses fruits. Clara et Pierre, après avoir surmonté les défis initiaux, commencèrent à se distinguer dans des tournois locaux en Hongrie, appliquant les leçons de Sophie avec la nouvelle technique acquise. Ils ne représentaient pas seulement l'Académie Maître Lefebvre, mais aussi la France, montrant au monde la force des échecs francophones. La visibilité mondiale de l'Académie Maître Lefebvre augmenta de manière exponentielle. Des articles dans des magazines internationaux d'échecs et des reportages dans les médias mettaient en avant le programme Les Ponts de l'Échiquier comme un modèle innovant d'éducation et d'échange culturel. La philosophie de Sophie, qui voyait les échecs comme un outil pour construire des ponts entre les personnes et les cultures, gagnait une reconnaissance mondiale. Arthur Valmont, satisfait du succès du programme, augmenta le financement, permettant à plus d'élèves de participer à l'échange et à l'Académie d'établir de nouveaux partenariats sur d'autres continents. L'Académie Maître Lefebvre n'était plus seulement une institution nationale, c'était un centre mondial d'excellence, un héritage vivant du Maître Lefebvre et de la vision de Sophie. Sophie, désormais une figure de renommée internationale, sentait que son parcours avait atteint un nouveau palier. Elle avait transformé sa douleur en but, sa passion
en un mouvement mondial. Les échecs, qu'il avait un jour isolés, la connectaient maintenant au monde. Quelles seraient les prochaines étapes pour Sophie afin de consolider l'Académie Maître Lefebvre comme une référence mondiale en matière d'échecs et de développement humain? La consolidation de l'Académie Maître Lefebvre en tant que référence mondiale n'était pas seulement un objectif, mais une conséquence naturelle du travail acharné de Sophie et de la vision qu'elle avait mise en œuvre. Avec le succès du programme Les Ponts de l'Échiquier et la visibilité internationale croissante, Sophie savait qu'il était temps de passer aux étapes suivantes, non seulement pour étendre l'Académie, mais pour solidifier son héritage et l'impact des échecs sur le développement humain. La première étape fut la création d'un programme d'études standardisé mais flexible, qui pourrait être reproduit dans de futures succursales et académies partenaires à travers le monde. Sophie, avec l'aide de Lucas et d'une équipe de pédagogues et de maîtres d'échecs, développa un programme qui allait au-delà des ouvertures et des tactiques. Il comprenait des modules sur la pensée critique, la résolution de problèmes, l'éthique dans le sport, l'intelligence émotionnelle et même des notions d'entrepreneuriat. Tout cela en utilisant les échecs comme colonne vertébrale de l'apprentissage. L'idée était de former non seulement de grands joueurs, mais de grands citoyens. Notre méthodologie doit être notre signature, expliquait Sophie à son équipe. Elle doit refléter les valeurs du Maître Lefebvre et notre conviction que les échecs sont un outil pour la vie. Nous voulons qu'un élève de l'Académie Maître Lefebvre, que ce soit en France, en Hongrie ou ailleurs, soit reconnu non seulement pour son habileté sur l'échiquier, mais pour son caractère et sa capacité à penser de manière stratégique dans n'importe quelle situation. Le programme en main, Arthur Valmont, devenu un partenaire stratégique indispensable, mobilisa son réseau de contacts mondiaux. Il identifia des villes dans des pays en développement où l'accès à une éducation de qualité et aux opportunités pour les jeunes talents était limité. L'idée était d'établir des succursales de l'Académie Maître Lefebvre dans ces endroits, en offrant des bourses d'études complètes et en reproduisant le modèle de succès français. La première succursale internationale fut prévue pour une communauté défavorisée en Inde, un pays avec une riche tradition échiquienne, mais où de nombreux enfants n'avaient pas accès à un entraînement de qualité. Sophie supervisa personnellement la mise en place de la succursale indienne. Elle se rendit sur place, forma l'équipe de professeurs locaux et adapta le programme aux nuances culturelles de la région, s'assurant que l'essence de l'Académie Maître Lefebvre soit préservée. La réponse de la communauté fut écrasante. Des centaines d'enfants s'inscrivirent, et l'Académie devint rapidement un centre d'espoir et d'apprentissage. Outre l'expansion physique, Sophie investit également dans la technologie. Avec le soutien d'Arthur, l'Académie lança une plateforme d'enseignement des échecs en ligne, avec des cours interactifs, des exercices personnalisés et la possibilité de jouer contre d'autres élèves et maîtres du monde entier. La plateforme fut conçue pour être accessible à tous, avec des versions gratuites pour les communautés défavorisées et du contenu premium pour ceux qui pouvaient se le permettre, générant ainsi une source de revenus durable pour la Fondation. La plateforme en ligne ne se contenta pas de démocratiser l'accès à un enseignement des échecs de qualité, mais créa également une communauté mondiale d'apprenants connectant des élèves de différentes cultures et origines. Sophie, à travers des webinaires et des sessions de questions-réponses, devint un mentor pour des milliers de jeunes à travers la planète. L'impact du travail de Sophie et de l'Académie Maître Lefebvre commença à être reconnu dans des sphères encore plus larges. Elle fut invitée à participer à des conférences internationales sur l'éducation et le développement social, partageant son histoire et sa vision sur le pouvoir transformateur des échecs. Sa voix, autrefois réduite au silence par l'adversité, résonnait maintenant sur des scènes mondiales, inspirant des dirigeants et des éducateurs. Daniel, maintenant complètement rétabli et en pleine santé, devint l'un des plus grands enthousiastes de l'Académie. Il commença à travailler dans le domaine administratif, aidant Sophie à gérer le réseau croissant de succursales et de programmes. Sa présence était un rappel constant du but initial de Sophie et du chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Clara et Pierre, désormais de jeunes adultes et maîtres d'échecs à part entière, devinrent les ambassadeurs du programme Les Ponts de l'Échiquier, voyageant à travers le monde pour représenter l'Académie dans des tournois et des événements et partageant leurs propres histoires de dépassement. Ils étaient la preuve vivante de l'héritage de Sophie.
L'Académie Maître Lefebvre, partie d'une modeste demeure en France, s'était transformée en un mouvement mondial. Un témoignage du pouvoir d'une seule personne a transformé le monde, une pièce d'échec à la fois. Sophie Lefebvre, l'ancienne serveuse, était devenue une légende vivante, non pas pour ses victoires sur l'échiquier, mais pour sa capacité à inspirer et à autonomiser des millions de personnes. Quelle serait la prochaine grande reconnaissance que Sophie recevrait pour son travail? Et comment continuerait-elle à innover pour garantir que l'héritage de l'Académie Maître Lefebvre perdure pour les générations à venir? La trajectoire de Sophie Lefebvre et l'impact mondial de l'Académie Maître Lefebvre ne pouvaient passer inaperçus bien longtemps. La reconnaissance que Sophie n'a jamais cherchée pour elle-même, mais toujours pour la cause des échecs et le développement humain, commença à arriver de manière de plus en plus grandiose. La première grande reconnaissance officielle vint de la Fédération internationale des échecs, FIDE. Lors d'une cérémonie de gala à Genève, Sophie Lefebvre fut honorée du prix du Maître de l'Humanité, une distinction nouvellement créée pour les individus qui utilisent les échecs comme un outil puissant pour le bien social et l'éducation. La citation soulignait son histoire de dépassement, sa vision innovante dans la création de l'Académie Maître Lefebvre et l'impact transformateur du programme Les Ponts de l'Échiquier dans les communautés défavorisées à travers le monde. Sur scène, sous les applaudissements des maîtres d'échecs, des diplomates et des dirigeants mondiaux, Sophie, vêtue d'une tenue élégante qui reflétait sa nouvelle stature, mais avec la même humilité de toujours, prononça un discours émouvant. Elle parla de la mémoire de son mentor, Maître Lefebvre, de la résilience de ses élèves, du partenariat avec Arthur Valmont et par-dessus tout, du pouvoir universel des échecs pour unir les gens, transcender les barrières et inspirer la grandeur en chaque individu. Les échecs, conclut-elle, ne sont pas seulement un jeu de roi, mais un jeu pour tous, une école de la vie qui nous apprend à penser, à rêver et à construire un avenir meilleur, un coup à la fois. La répercussion du prix fut immense. Sophie Lefebvre, l'ancienne serveuse, était désormais au même niveau que de grands humanitaires et leaders éducatifs. Son histoire fut racontée dans des documentaires, des livres et des articles de publications prestigieuses, solidifiant son statut de légende vivante. Mais Sophie ne se contentait pas des lauriers. Pour elle, le prix était une incitation à aller plus loin. Sa prochaine grande étape pour innover et garantir que l'héritage de l'Académie Maître Lefebvre perdure pour les générations fut la création d'un centre de recherche et développement en échecs et neurosciences. Avec le soutien financier continu d'Arthur Valmont et des partenariats avec des universités de premier plan, le centre de recherche Maître Lefebvre fut inauguré. L'objectif était d'étudier scientifiquement les bienfaits cognitifs et émotionnels des échecs en développant des méthodologies d'enseignement encore plus efficaces et adaptées à différentes tranches d'âge et besoins spécifiques. L'idée était de prouver, avec des données concrètes, que les échecs étaient un outil éducatif indispensable, capable d'améliorer la mémoire, la concentration, la capacité de résolution de problèmes et même la santé mentale. Le centre se consacrerait également au développement de logiciels et d'applications d'échecs de dernière génération, utilisant l'intelligence artificielle pour personnaliser l'apprentissage et rendre le jeu encore plus accessible et engageant pour les personnes de tous âges et de toutes capacités. Sophie croyait que la technologie, lorsqu'elle était utilisée à bon escient, pouvait amplifier l'impact des échecs de manière inimaginable. Daniel, qui était devenu un pilier dans la gestion de l'Académie, assuma un rôle crucial dans la coordination du centre de recherche, unissant sa passion pour les échecs à ses compétences organisationnelles. Clara et Pierre, désormais maîtres internationaux et figures inspirantes, participaient fréquemment aux études, offrant des perspectives précieuses sur l'esprit d'un joueur d'échecs. L'Académie Maître Lefebvre, avec ses succursales mondiales, son programme d'échange, sa plateforme en ligne et son centre de recherche, était devenu un écosystème complet, un modèle de la manière dont le sport peut être intégré à l'éducation et au développement humain. Sophie Lefebvre, la femme qui avait un jour pensé avoir tout perdu, avait construit un empire d'espoir et de connaissances, honorant la mémoire de son mentor d'une manière dont il n'aurait jamais pu rêver. Son héritage ne concernait pas seulement les échecs, mais la croyance inébranlable dans le potentiel humain,
dans la capacité à surmonter l'adversité et dans la force d'une passion qui, lorsqu'elle est partagée, peut déplacer des montagnes et transformer le monde. Un échec et maths à la fois. Comment l'histoire de Sophie Lefebvre continuerait-elle à inspirer les générations futures et quel serait le rôle de ses élèves et d'Arthur Valmont dans la perpétuation de cet héritage? Le temps, qui semblait autrefois un ennemi implacable pour Sophie, était désormais un allié, tissant la tapisserie d'un héritage qui transcendait les échecs eux-mêmes. Des années s'étaient écoulées depuis que la serveuse Sophie Lefebvre, avec son uniforme modeste et une lueur endormie dans les yeux, avait défié le milliardaire Arthur Valmont. Ce jeu qui avait commencé comme un pari s'était transformé en un catalyseur pour une révolution silencieuse dans le monde de l'éducation et du développement humain. Sophie, maintenant avec des cheveux parsemés d'argent, mais avec le même regard perçant et l'esprit vif, observait l'activité au centre de recherche Maître Lefebvre. Daniel, son frère, un homme fort et souriant, coordonnait une équipe de jeunes scientifiques qui analysaient des données de parties d'échecs, cherchant des schémas neuronaux qui pourraient optimiser l'apprentissage. Clara, une grande maître internationale et l'une des entraîneuses les plus respectées au monde, donnait un cours magistral à une nouvelle génération de prodiges, sa voix calme et stratégique résonnant à travers les moniteurs de la plateforme en ligne. Pierre, avec son énergie inépuisable, parcourait le monde en tant qu'ambassadeur du programme Les Ponts de l'Échiquier, inspirant les enfants de communautés éloignées à découvrir le pouvoir des échecs. Arthur Valmont, déjà un homme d'un certain âge, mais avec une lueur renouvelée dans les yeux, était un visiteur fréquent de l'académie. Il n'était plus le magnate froid et calculateur, mais un philanthrope dévoué, un tonton Arthur pour des centaines d'enfants qui avaient trouvé dans la générosité et le soutien à l'héritage de Sophie un but plus grand que n'importe quelle fortune. Lui et Sophie partageaient un thé sur la terrasse de la demeure originale de l'académie, qui était maintenant un musée et un centre de mémoire, se remémorant les premiers jours, les défis, les victoires. « Qui l'eût cru, Sophie ?» commenta Arthur, un sourire nostalgique sur les lèvres, « qu'une simple partie d'échecs changerait autant nos vies, et la vie de tant d'autres. » Sophie sourit, un sourire qui portait la sagesse d'une vie bien vécue, de batailles menées et gagnées. Les échecs, Arthur, sont un miroir de la vie. Ils nous enseignent que chaque coup compte, que la stratégie est cruciale, mais que la vraie victoire réside dans la manière dont nous nous relevons après chaque défaite et dans la manière dont nous utilisons nos compétences pour construire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. À ce moment, un groupe d'enfants, certains avec les uniformes de l'académie, d'autres avec les vêtements simples de leur communauté, passa devant la terrasse, riant et portant des échiquiers. Ils étaient l'avenir, l'héritage vivant de Sophie Lefebvre. Elle avait planté une graine et elle avait fleuri en une forêt d'esprits brillants et de cœurs résilients. Sophie ferma les yeux un instant et dans son esprit, l'image du maître Lefebvre apparut, souriant avec fierté. Elle avait tenu sa promesse, honoré son héritage, et ce faisant avait trouvé sa propre rédemption. Le silence qui suivit n'était pas celui du vide, mais de la plénitude, d'un cycle qui se fermait avec la promesse d'infinis nouveaux départs. Fin de l'histoire. Quel parcours incroyable, n'est-ce pas? De l'humble serveuse, Sophie Lefebvre, qui avec son intelligence et sa résilience a défié le puissant Arthur Valmont dans une partie d'échecs, jusqu'à devenir une légende mondiale, fondant l'Académie Maître Lefebvre et transformant la vie de milliers d'enfants. Vous souvenez-vous de cet échec et mat dramatique contre Victor Moreau, qui a fait taire les critiques et prouver que la vraie force vient de l'intérieur? Ou de la partie émouvante de Clara, qui a mené l'Académie à la victoire dans la coupe des nouveaux talents? L'histoire de Sophie est un témoignage du pouvoir du dépassement de soi, de la passion, et de la façon dont un seul coup peut changer l'échiquier de la vie pour toujours. Si vous avez été ému, inspiré et enchanté par chaque chapitre de ce récit, n'hésitez pas à montrer votre soutien. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire. Laissez un pouce bleu sur cette vidéo pour nous faire savoir que vous avez aimé. Commentez quel a été votre moment préféré ou ce que vous avez appris du parcours de Sophie et partagez avec vos amis et votre famille pour que plus de personnes puissent être inspirées. Et n'oubliez pas,
À gauche, vous trouverez une playlist remplie d'autres histoires incroyables qui vous attendent. Venez faire partie de notre communauté et découvrir des mondes de fantaisie et d'émotion.